Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. Cher Georges Bensoussan, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans notre belle communauté de Saint-Maur-la-Varenne, où vous voyez, on affiche complet ce soir pour vous. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde pour un événement, pour une conférence. Donc c'est évidemment un plaisir de vous recevoir. Nous sommes très honorés et on vous reçoit ce soir au Centre Hillel. Alors, c'est notre centre communautaire, c'est le lieu où nous fêtons beaucoup d'événements, beaucoup de fêtes, beaucoup de moments de joie. Mais comme on a pu en parler avec notre président et notre rave tout à l'heure en vous accueillant, c'est aussi un lieu qui est chargé d'émotions, d'histoire, parce que la barbarie nazie a commis des horreurs. C'était ici un orphelinat. Et en juillet 1944, 18 enfants ont été arrachés violemment avec le personnel qui s'en occupait, et tous ont été déportés à Auschwitz. Donc c'est un lieu effectivement qui est chargé d'histoire et chargé d'émotions. Et en cette période complètement folle que nous vivons, où le monde entier a du mal à nommer, à qualifier, à condamner les actes terroristes, les actes antisémites, l'attaque génocidaire, et je pèse mes mots, dont ont été victimes les Israéliens le 7 octobre dernier, en cette période où les agressions antisémites se multiplient, en cette période où les résidences juives se voient à nouveau flanquées d'une Magen David, et enfin, où nos politiques s'interrogent sur la question de savoir si oui ou non il faut participer à une marche, un mois après les événements tragiques, une marche non pas pour soutenir Israël, non pas pour demander la libération des 240 otages, mais simplement contre l'antisémitisme. En cette période complètement folle, il me paraissait important de rappeler notre histoire, l'histoire de ce lieu qui est notre histoire. Alors, nous allons bien évidemment, dans une seconde partie, évoquer cette actualité tragique, et je vous interrogerai évidemment sur la situation des Juifs de France, qui sont désormais confrontés à un antisémitisme assumé, désinhibé et notoire. Et enfin, vous prendrez le temps de répondre, j'imagine, aux nombreuses questions qu'on va vous poser. Vous voyez, 350 personnes, j'imagine, qui sont venues, chacun est venu avec son lot de questions. Donc on va essayer évidemment de rassembler les questions. D'ores et déjà, je rappelle que Georges Bensoussan est historien. Il n'est pas un homme politique, il n'est pas éditorialiste, il n'est pas membre du Likoud. Donc gardons cet aspect, cette vision historique dans vos questions, s'il vous plaît. Mais venons-en au thème de la soirée, au thème de la conférence, les origines du conflit israélo-arabe, 1870-1950, c'est la période que vous avez choisi de traiter, et donc qui fait l'objet que vous avez traité dans votre dernier ouvrage que vous pourrez vous procurer chez nos amis de la librairie L'Éclectique. Il y a environ 200 exemplaires, donc profitez-en parce que je crois qu'il y a une rupture des stocks. Alors, première question, Georges Bensoussan, si nous avons voulu vous inviter avant les événements tragiques du 7 octobre, c'est parce que dès sa parution, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir votre éclairage sur une période qui est mal connue ou qui est totalement méconnue. Et en cette période tragique, revient cette accusation
que les Juifs auraient volé leurs terres aux Palestiniens. Alors, quelle était la situation de cette terre appelée Palestine avant 1948? Alors d'abord, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir et merci en particulier à Laurent Hazan qui a organisé cette soirée bien avant le 7 octobre, bien sûr. Je crois qu'on en avait parlé dès le mois de juillet, je pense. Oui. Et c'est une date symbolique, ce 9 novembre aussi, je voudrais le rappeler, parce que c'est l'anniversaire de la nuit de cristal. Et ce n'est pas une date innocente de l'histoire juive. Bon. Alors, venons-en tout de suite au sujet du débat de ce soir. Qu'est-ce que c'était ce qu'on appelait la Palestine au milieu du XIXe siècle? Bon. Au milieu du XIXe siècle, la Palestine, ça n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire que nous sommes dans l'Empire ottoman, et dans l'Empire ottoman, des Turcs, donc, il y a un grand nombre de terres arabes qui sont de possession turque, et la Palestine, entre guillemets Palestine, parce qu'encore une fois, rien ne l'indique sur les cartes à ce moment-là, c'est en fait un ensemble plus vaste qui comprend aujourd'hui les États du Liban, de Syrie, d'Israël, des territoires palestiniens et de Jordanie. Et tout cet ensemble s'appelle, dans la géographie de l'époque, encore une fois, milieu du XIXe siècle, là où précisément commence ce livre, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec les événements, il faut le préciser, il est sorti en janvier dernier, tout cet ensemble s'appelle la Syrie, Souria en arabe, tout simplement. Et pour un paysan de cette région qu'on appelle, nous, la Palestine, c'est-à-dire, soyons clairs d'emblée, malheureusement on n'a pas de carte, mais ce que je dirais par Palestine ici signifie le territoire qui va de la mer au Jourdain, c'est-à-dire qui comprend l'actuel État d'Israël, Gaza et les territoires de Cisjordanie. Bon, palestiniens de Cisjordanie. Voilà. C'est ça la Palestine telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Mais à cette époque-là, au milieu du XIXe siècle, ça n'existe absolument pas. On parle de Syrie. Et quand on demande à un paysan local, pourquoi je dis paysan? Parce que c'est une société massivement rurale, 90% paysanne, société massivement analphabète, et c'est une société massivement musulmane, mais pas que musulmane. C'est une société qui est musulmane à 88% environ et chrétienne à 12% à peu près. Et les musulmans locaux sont des musulmans sunnites. Donc, je reprends mon exemple. Quand on demande à un paysan arabe, entre guillemets palestinien, arabe simplement, qui est-il? D'où vient-il? Comment se définit-il? Il va dire exactement ceci. Ça, c'est fondamental pour comprendre toute l'évolution du conflit jusqu'à aujourd'hui. Il va dire, je suis de la famille Untel. Et j'appartiens à la tribu Khamoula en arabe, la Khamoula Untel, le clan, si vous voulez. Et quand on lui demandera, mais vous pouvez préciser votre appartenance, il ne dira pas je suis palestinien, ça ne veut strictement rien dire pour lui. Il dira j'appartiens à la Oumma, à la communauté des croyants. Et quand on lui demandera de se définir encore plus géographiquement, et qu'il ne comprendra pas vraiment ce qu'on veut de lui, parce que ces cercles d'appartenance, c'est la famille, la tribu, la religion. Ce qui définit l'identité d'une personne dans l'Empire ottoman de cette époque-là, c'est la foi, la confession. On est musulman, on est chrétien, on est juif, on est zoroastrien, tout ce que vous voudrez, mais on n'est pas syrien, palestinien, ça c'est des notions occidentales d'aujourd'hui. Il ne dira pas « je suis palestinien ». Si vraiment on le pousse dans ses retranchements, et si par exemple on demande à des intellectuels locaux qui sont-ils, parce qu'eux ont beaucoup plus de vocabulaire et beaucoup plus de références, ils diront « je suis de la Syrie du Sud », « Souria al-Janoubiya », c'est exactement l'expression en arabe qu'ils emploieront. « Je suis de la Syrie du Sud ». Le mot Palestine n'existe pas. Mais alors il existe où? Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de Palestine? Il existe dans la représentation des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont repris le mot Palestine des Romains. Vous savez pourquoi le mot Palestine a été forgé à ce moment-là, pour effacer toute trace de présence juive après la destruction du Temple. Enfin, je ne reviens pas sur ces événements connus. Ce mot s'est imposé dans l'imaginaire occidental et chrétien et a perduré jusqu'à nos jours. Et les Occidentaux ont inventé à la fois le mot Palestine et à la fois le mot Terre Sainte. Mais la Terre Sainte n'existe ni pour les musulmans ni pour les juifs. Les juifs ne parlent pas de Terre Sainte, ils parlent d'Eretz HaKodesh, qui n'est pas la Terre Sainte, c'est la terre où réside le sacré, le Kodesh. C'est pas la même chose, la terre n'est pas sacrée en elle-même. Mais il ne dira pas Palestine. Un juif ne dira pas Palestine à cette époque-là. Il dira qu'il habite Eretz Israël. Et un arabe, il dira ce que je viens de vous dire, il dira Souria Janoubiya, éventuellement, Syrie du Sud. Et encore. Alors, seuls les chrétiens diront Palestine.
Voilà ce que c'est que la Palestine à ce moment-là. Et d'ailleurs, cette province-là, elle n'existe même pas de façon unifiée, puisqu'elle est divisée en 2 morceaux. Un morceau au nord, autour de Beyrouth, donc vous voyez qui englobe le Liban actuel, un morceau au sud, autour essentiellement de Ramleh, non pas Jérusalem, Ramleh, Hebron, Hébron, Jérusalem, etc. Mais aussi, c'est très important à noter, à cette époque-là, et durant toute la période musulmane, quand on remonte jusqu'à la fin des croisades du XIIIe siècle à peu près, jamais Jérusalem n'est la capitale. La capitale administrative, c'est Ramleh. Vous connaissez tous la ville, j'imagine, de Ramleh, à côté de Lod aujourd'hui. Bon. Voilà ce qu'est la Palestine à ce moment-là. Bon. Alors, une dernière précision, c'est une province qui, alors on n'a pas de statistiques très précises, mais on pense qu'environ vers 1880, il y aurait 700 000, 800 000 habitants dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui la Palestine. C'est très peu. Et sur ces 800 000 habitants, il y aurait environ 30 à 40 000 juifs, c'est-à-dire environ 5% de la population. Présence juive ininterrompue, vous le savez, mais qui n'a pas encore été gagnée par ce qu'on appellera plus tard le sionisme. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez une notion qui est fondamentale pour comprendre la vie à l'époque et la relation entre la communauté juive, plutôt entre la communauté musulmane et les autres communautés, catholiques, chrétiennes et juives, c'est la dîma. Oui. Alors ça, c'est une notion fondamentale. Alors d'une société, je rappelle qu'une société clanique et qui fonctionne selon les critères confessionnels. On est d'abord chrétien, musulman, juif, etc. On n'est pas palestinien ou autre chose. La dîma, ça n'est pas spécifique à la Palestine. La dîma, ça a été codifié par l'islam dès le 1er siècle de l'islam, dans les premières décennies de l'islam. C'est un code juridique qui impose aux chrétiens et aux juifs une condition avec des droits et des devoirs, et qui permet aux chrétiens et aux juifs d'exercer leur religion sous la loi musulmane. La dîma, c'est en fait un code de soumission qui permet d'exercer, non pas librement, mais d'exercer en tous les cas de vivre en terre d'islam, ce qui suppose, d'une part, un grand nombre de restrictions en matière de liberté les plus élémentaires, un grand nombre d'interdictions, mais aussi des impôts supplémentaires. C'est-à-dire que la fiscalité est beaucoup plus lourde pour les chrétiens et pour les juifs. Les chrétiens et les juifs doivent payer 2 impôts supplémentaires par rapport aux musulmans. Ça ne veut pas dire que les musulmans sont exemptés d'impôts, ils payent aussi des impôts, mais les juifs en payent et les chrétiens en payent bien davantage. La dîma, c'est un code juridique qui impose aux juifs, parce que ce sont les juifs qui vont se perpétuer en grande partie dans le monde musulman. En Afrique du Nord, à partir du XIIIe siècle, à partir des Almohades, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus que des communautés juives. Ces communautés juives vont vivre un statut d'infériorité, mais d'infériorité juridique, légale. Et cette infériorité, elle se traduit par, je l'ai dit, un grand nombre d'interdictions, elle se traduit par le vêtement, par exemple, elle se traduit par l'interdiction d'habiter certains quartiers, elle se traduit, c'est très différent selon les lieux et les époques. La dîma n'est pas la même en Perse, qui est chiite, qu'au Maroc au XIXe siècle. Elle n'est pas la même au Yémen qu'en Égypte. C'est-à-dire que vous avez des périodes où la dîma est très sévèrement appliquée, et c'est impitoyable, et vous avez des périodes où c'est beaucoup plus relâché. Vous avez des lieux où c'est très difficile d'être juif, et des lieux où c'est beaucoup plus libéral. Prenons le XIXe siècle, quand l'Alliance israélite universelle, grande institution française, tient son congrès annuel, et quand également le congressionniste à partir de 1897, Herzl, se réunit, il est de tradition, dans un cas comme dans l'autre, de faire un panorama de la situation des Juifs dans le monde. Et ce qui est très frappant, quand on lit les rapports de l'Alliance au XIXe siècle, ou quand on lit les rapports des premiers congressionnistes du vivant de Herzl à partir de 1897 jusqu'à la guerre de 14, c'est que tous ceux qui font le rapport, qui établissent le rapport des Juifs dans le monde à ce moment-là, établissent que la situation des Juifs est particulièrement cruelle dans 3 pays, le Maroc, le Yémen et la Perse. À noter que le Yémen est à la fois chiite et sunnite, la Perse est totalement chiite et le Maroc est totalement sunnite. Bon. C'est là où la situation est la plus impitoyable. Là, c'est intéressant à noter parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la légende qui veut que les Juifs aient vécu au Maroc un âge d'or. Ils ont vécu un âge d'enfer, épouvantable, au XIXe siècle. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas des dernières années. Voilà ce qu'est la dîma. La dîma, c'est donc une condition inférieure. Mais là
où vous touchez du doigt le point clé, c'est que la dima, c'est une représentation mentale qui fait que pour le musulman, un juif ne peut pas être un égal. Un chrétien ne peut pas être un égal. Et les relations vis-à-vis des chrétiens et des juifs sont toujours des relations de subordination. Et les relations entre le monde musulman et le monde non musulman sont des relations de guerre. Pourquoi ? Parce que l'islam sépare le monde entre Dar al-Islam, le pays de l'islam, et Dar al-Harb, le pays de la guerre. Ça veut dire que les relations entre les deux mondes sont forcément conflictuelles. Et qu'un jour ou l'autre, quand le monde musulman est en position de force, il doit, c'est un devoir, l'emporter pour convertir, y compris par la violence bien sûr, le monde qui n'est pas musulman. Donc les relations vis-à-vis des juifs et des chrétiens, donc nous on parle des juifs ce soir, les relations vis-à-vis des juifs sont donc des relations de soumission, de subordination. Donc un juif est toléré tant qu'il accepte ce statut. S'il se rebelle contre ce statut, alors il n'est plus protégé par la dima. Il signifie protection en arabe, hein. Exactement, c'est ça le mot. Dima, c'est la protection. Et s'il n'est plus protégé par la dima, alors il peut être tué à tout instant. Donc tant qu'il accepte son sort, ça va. À partir du moment où il redresse la tête, et ça va se faire évidemment dans tous les pays sous la loi musulmane, dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'effet en particulier de l'instruction, de la scolarisation, sous l'effet de l'Alliance israélite universelle, entre autres par exemple, mais pas seulement, eh bien là il y aura forcément conflit. Et c'est là l'une des racines du départ des Juifs du monde musulman. Et ce n'est pas la création d'Israël. La création d'Israël va aggraver la situation, mais elle n'en est pas à l'origine. Donc la dima, c'est un point clé. C'est un point clé qui explique la longue durée d'un conflit qui dure depuis 130 ans. C'est le plus vieux conflit de l'histoire humaine au 19e et au 20e siècle. Et il n'y a que cette explication anthropologique-là qui permet d'en comprendre cette longévité assez étrange pour un conflit qui, je le rappelle, ce sont des banalités, mais il faut quand même les dire, concerne un territoire grand comme la Bretagne et une population qui est à peine supérieure à la population de l'Île-de-France. Et c'est effectivement cette notion qui est fondamentale pose un problème parce que en réalité, ce n'est pas tant un conflit territorial. À partir du moment où nous sommes de facto et ab initio des citoyens de seconde zone, comment accepter notre existence sur cette terre sans être inférieur ? C'est le point clé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un juif est un citoyen inférieur, c'est l'être, comme le disent un certain nombre d'archives arabes, traduites en français, c'est l'être de la peur. Le juif, c'est l'enfant de la mort. C'est un mot qui revient, une expression qui revient très souvent dans les archives arabes traduites en français. Et quand ce juif-là sort de sa condition de dhimmi et prétend être souverain sur une terre qui est considérée comme musulmane de toute éternité, et qu'il édifie un État, et que de surcroît cet État réussit, et qu'il inflige même des défaites militaires à des voisins musulmans, c'est quelque chose au sens anthropologique du terme, impensable, invivable, incommensurable. C'est comme si le monde était totalement renversé, comme si le monde n'avait plus aucune signification. Et c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, sinon même impossible à accepter. Et c'est ce qui explique, et là je pense qu'on est déjà un peu dans la conclusion, mais on va revenir quand même à l'histoire, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, quand il a été question à plusieurs reprises dans toute l'histoire du conflit depuis le milieu du XXe siècle avec les Anglais, jusqu'aux négociations entre Arafat et Barak au début des années 2000, c'est ce qui explique qu'au dernier moment, la partie arabe ne peut pas accepter. Parce qu'accepter le compromis, c'est accepter la souveraineté juive, même sur une partie de cette terre, et ça, c'est, encore une fois, sur un plan presque ontologique, quelque chose d'impossible à assumer. Impossible. Et ce verrou-là, pourquoi j'insiste là-dessus, et je vous remercie d'ailleurs de commencer par là, ce verrou-là, c'est le verrou numéro 1 du conflit. Il m'est arrivé de le dire 2-3 fois quand on m'invite à la télévision, mais je crois que les journalistes ne comprennent pas ce que ça signifie. Tout ce qui vient après, les guerres, les réfugiés, la Nakba, Jérusalem, les colonies de peuplement, les implantations juives, tout ça, ce sont de vrais problèmes, d'accord, mais ça vient après. En réalité, tous ces problèmes n'ont une telle importance que parce que ce verrou-là n'a pas été identifié, n'a pas été nommé. Et effectivement,
On me demande parfois, mais à quoi ça sert de nommer? Mais ça sert de nommer au même sens où en médecine, quand on ne fait pas de diagnostic, on n'a pas de remède. Ça sert de nommer au même sens dans la même signification, si vous voulez, ou en psychiatrie, quand on n'explique pas les symptômes et qu'on ne met pas des mots, MOTS sur les symptômes, on ne peut pas guérir la maladie mentale. C'est la même chose. Et là, on est en présence d'un verrou non dit. Parce que moi, ce qui me frappe chez les commentateurs, je crois que c'est un constat que tout le monde peut faire, c'est que peu de commentateurs, sinon même pratiquement personne, ne parle de cet aspect-là des choses. Très très peu. Ceux qui connaissent très bien les rapports judéo-musulmans, aussi bien d'ailleurs côté musulman que côté juif, ou côté chrétien d'ailleurs, peu importe, ceux-là le savent. Alors vous abordez aussi une question très importante, celle de la terre et de l'acquisition des terres, et vous expliquez très bien comment finalement la réforme du code foncier ottoman va favoriser l'immigration des Juifs en Israël. Oui, et pas seulement. Alors, la question de la terre, c'est une question centrale dans l'histoire du conflit. Je vais résumer à grands traits. Dans toute cette région du Proche-Orient, c'est pas vrai que de la Palestine, c'est vrai de la Syrie, etc., y compris de la Mésopotamie, qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. En gros, la propriété de la terre est une propriété collective qu'on appelle le système du Moucha. Bon. La propriété collective signifie que dans un village, la terre appartient à tout le village. Et la terre est répartie entre les familles et chaque année, chaque famille dispose d'un lopin de terre qui n'est pas le même que celui de l'année précédente, ce qui permet donc une rotation des terres, c'est-à-dire que les familles ne sont pas toujours les mêmes à avoir les bonnes terres et d'autres les mauvaises terres. Ça tourne. Mais la propriété collective a cette caractéristique que vous ne pouvez pas la vendre puisqu'elle appartient à tout le monde. En 1858, le gouvernement turc, dans une volonté d'occidentaliser la Turquie, l'Empire ottoman si vous préférez, de la moderniser parce que l'Empire ottoman craint la colonisation occidentale, donc a compris que si on ne se modernisait pas, les Occidentaux demain pourraient l'emporter contre vous, les autorités ottomanes décident de transformer la propriété collective dans un grand nombre de régions, ça ne s'est pas fait partout, mais dans un grand nombre de régions, pour transformer en propriété individuelle. Ça veut dire qu'au village, ce qui était autrefois propriété collective va être réparti entre les familles. Chaque famille va recevoir un lopin de terre. Qu'est-ce que ça change? Ça change que désormais la propriété est cessible. Vous pouvez la vendre. Bon. À partir du moment où vous pouvez la vendre, ça va entraîner deux conséquences. Première conséquence, la plus importante, c'est que des propriétaires arabes plus riches que d'autres vont acheter des terres et vont constituer donc de grands domaines, de très grands domaines, de 20 000, 30 000, 40 000 hectares. C'est la grande propriété foncière sur laquelle vont travailler des milliers de travailleurs, des fellahs, palestiniens, arabes, tout ce que vous voudrez, sur place, qui vont devenir des métayers, non pas des salariés, mais des métayers. Et la deuxième conséquence, c'est qu'effectivement l'immigration juive qui va arriver avec le sionisme, à partir de 1881-82, va pouvoir acheter des terres. Même si très vite l'Empire ottoman met un frein à cette acquisition de terres, parce qu'ils ne veulent pas d'immigrants juifs, ce qui fait que les sionistes ne pourront acheter des terres que par le biais de juifs ottomans. C'est-à-dire de prête-noms, si vous préférez. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que cette individualisation de la propriété va entraîner la constitution de grands domaines arabes. Parce que là on touche du doigt ce que vous avez évoqué au tout début, on a le sentiment, quand on écoute le discours dominant sur ce conflit, que les Juifs ont acheté la terre de Palestine. Bon. En réalité, quand on regarde bien ce qui s'est passé entre 1870 et 1948, eh bien, les transactions foncières ont été, pour 70% d'entre elles, entre vendeurs arabes et acheteurs arabes. 70%. Et pour 30%, avec des Juifs. Tant et si bien qu'en 1947, avant le vote de l'ONU, les Juifs ne possèdent que 7% de la Palestine. Ils ne possèdent pas du tout la Palestine. Ils ont acheté peu de terres. Pourquoi? Est-ce que c'était un manque de moyens? Non. Les moyens, ils les avaient parce que dès 1901, le congressionniste, à l'époque déjà du vivant de Herzl, avait fondé le Keren Kayemet l'Israël, le Fonds national juif, si vous préférez, et ce Fonds national juif était seul capable, ou du moins seul habilité à acheter des terres. Et ces terres qu'il achetait
étaient ensuite confiés à des familles ou à des groupes, lesquels groupes vous fondez les premiers kibbutzim à partir de 1913. Bon. Telle est la réalité foncière jusqu'en 1948. Alors pourquoi ont-ils acheté finalement si peu de terres, puisqu'ils avaient les moyens d'en acheter plus? Parce que ce qu'on va appeler le Yishuv, c'est la communauté juive de Palestine avant l'État d'Israël. Bon. Eh bien, le Yishuv est essentiellement un phénomène urbain. Quand vous regardez la Palestine juive en 1947, vous constatez que sur 600 000 juifs qui vivent à ce moment-là dans les frontières qu'on appelle la Palestine, 400 000 environ vivent dans les grandes villes, Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem. Tel Aviv, à elle seule, en 1947, rassemble un juif sur 3, 200 000. C'est une ville champignon qui est née en 1909 et qui, à peine 30 ans plus tard, 40 ans, disons 35 ans plus tard, compte déjà 200 000 habitants. Donc le Yishuv est un phénomène urbain, et c'est ce qui explique que les Juifs n'ont pas eu autant besoin qu'on le croit d'acheter des terres. Quand ils ont acheté des terres avec le Keren Kayemet l'Israël, c'est surtout dans un but tactique, stratégique, pour relier des îlots de peuplement juif entre eux, si vous voulez. Donc le gros des transactions foncières sont des transactions intra-arabes. Et ça va entraîner des conséquences, on pourrait peut-être tout de suite en parler, si vous voulez, du problème foncier, ça va entraîner des conséquences très lourdes sur l'évolution du conflit. Pourquoi? Parce que la concentration des terres aux mains des grands propriétaires arabes, qui souvent n'habitent pas la région, qui habitent Damas, qui habitent Beyrouth, qui habitent Alep, ou même qui habitent en Europe, vivant une vie de grands propriétaires, de très grands bourgeois, si vous voulez. Cette concentration des terres va réduire au statut de métayer un grand nombre de paysans arabes. Le statut de métayer, c'est un statut impitoyable. Un métayer, ça n'est pas un fermier. Un métayer, c'est celui qui signe un contrat avec un propriétaire et qui lui doit, au bout d'un an, la moitié de la récolte. Exactement la moitié de la récolte. C'est donc un contrat léonin, c'est un contrat abusif, un contrat très dur, mais il n'a pas le choix, c'est ça, ou sinon, c'est mourir de faim. Bon. Et progressivement, par le biais de la concentration des terres, un grand nombre de petits paysans arabes se retrouvent métayers. Il se trouve qu'au fil des années, à partir de 1900, 1920, 1930, 1940, avec l'immigration juive, le niveau d'hygiène en Palestine, dans les zones de peuplement juif, pas ailleurs, le niveau d'hygiène s'est considérablement amélioré. Entre autres par le réseau d'eau potable, puisque l'eau est le vecteur numéro 1 de la maladie. Bon. Ce qui fait qu'en Palestine, entre 1920 et 1947, et on le sait tout simplement parce que les Anglais, qui sont à ce moment-là la puissance mandataire, ont une administration très bien tenue et ont réalisé 2 recensements importants en 22 et en 31, et il y en a eu un autre également en préparation au début des années 40, eh bien, on le sait, en Palestine, la mortalité infantile a considérablement régressé. C'est-à-dire que dans les familles arabes traditionnelles, où la fécondité était très élevée, mais la mortalité était aussi très élevée, il était courant d'avoir 7 enfants, mais que 4 seulement, ou 3 seulement, arrivaient à l'âge adulte. Avec l'élévation du niveau d'hygiène, je ne parle pas de la santé, mais seulement de l'hygiène, rien que l'eau, mais également du niveau de la santé malgré tout, par le fait que là où les Juifs se sont installés, le long de la côte, on n'a pas de carte, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, de Haïfa à Tel Aviv, la vallée de Jezreel, la vallée d'Israël, c'est la vallée qui va de Haïfa à Foula, Nazareth, et ensuite on remonte le long du bord du Golan, le long du lac de Tibériade jusqu'à la frontière libanaise. Bon, ça fait un N comme ça, si vous voulez. Là où les Juifs sont installés, ils ont créé des dispensaires. Ils ont d'ailleurs créé le premier hôpital moderne de tout le Moyen-Orient, l'hôpital Hadassah à Jérusalem, puisque la bourgeoisie de Bagdad, la bourgeoisie de Damas venait se faire soigner à Hadassah, à Jérusalem, dans les années 20 et les années 30. Donc là où les dispensaires ont été créés, la paysannerie arabe a libre accès. Le dispensaire, il n'y a pas d'apartheid, le dispensaire n'est pas réservé aux Juifs, il est ouvert à tout le monde. Bon. Eh bien, on constate qu'effectivement, grâce au relevé anglais, que la mortalité infantile et la mortalité générale a baissé en Palestine. Alors comment le sait-on? On le sait d'abord, bien sûr, en comparant les chiffres, mais pas seulement. On sait également que la cause de cela, c'est l'immigration juive, et ça n'est pas de la propagande de le dire, c'est simplement les archives anglaises qui le disent. C'est qu'on peut comparer avec l'Égypte voisine et avec l'Irak voisin et la Syrie voisine, mandat français, et l'Irak, mandat britannique. Or, on constate qu'à la même époque, la mortalité infantile dans ces pays que je viens de citer diminue de 3, 4%, 5%,
Et en Palestine, elle diminue de 25%. L'explication, elle est là, tout simplement. Et effectivement, on constate, deuxième point, que là où la présence juive est importante en Palestine, la population arabe s'accroît considérablement. Là où il n'y a pas de juifs, Gaza, Ramallah, Jenin, Naplouse, essentiellement la chaîne, vous voyez, de villes qui part de Nazareth, mais surtout, c'est les trois que je viens de citer, c'est-à-dire Jenin, Naplouse et Ramallah, l'augmentation de la population arabe est de 2, 3, 4, 5% sur 20 ans. L'explication, c'est simple. Là où l'immigration juive a été importante, il y a eu un essor économique qui a créé une offre d'emploi. Cette offre d'emploi a attiré une immigration arabe, pas forcément palestinienne, mais une immigration arabe du Liban, de Syrie ou d'Égypte. Et on le voit d'ailleurs dans les patronymes actuels en Palestine, Al-Masri, Al-Souri, Al-Lubnani. Le Libanais, l'Égyptien, le Syrien. Bon. Voilà le panorama. Et quel rapport maintenant y a-t-il avec la question foncière? C'est le suivant. À partir du moment où la mortalité infantile régresse, le paysan palestinien qui reste encore dans cette mentalité d'une société qui est encore très archaïque, très rurale et très analphabète, je voudrais quand même préciser sur l'analphabétisme des chiffres importants. Encore une fois, des statistiques anglaises des années 1930. Dans la société palestinienne de 1930, on distingue entre musulmans, chrétiens et juifs. C'est toujours comme ça que se fait le distinguo. Eh bien, on constate que les juifs, je parle de la population uniquement masculine, les juifs sont alphabétisés à 92%, les chrétiens à 72%, les musulmans à 25%. L'écart est considérable, et il est en particulier considérable à l'intérieur de la société arabe, entre une élite chrétienne, éduquée, lettrée, dont certains ont fait des études à l'université étrangère, et qui d'ailleurs seront les premiers fondateurs de la presse arabe de Palestine en 1909. Les premiers titres de la presse, ce sont eux qui les ont créés, comme d'ailleurs en Égypte, Al-Aram, qui est le grand quotidien égyptien, Kérot, a été fondé en 1876 par des maronites du Liban. Et c'est vraiment l'élite, les chrétiens, les arabes chrétiens. Donc il y a une différence considérable qu'on retrouve jusqu'en 1947, à la veille de l'indépendance, à la veille du départ des Anglais. Un village arabe sur 2 en Palestine n'a pas d'école. Alors que les Anglais ont consacré un effort considérable à la création d'écoles dans les villages arabes, et ça a fonctionné d'ailleurs, ça a été réussi. Mais ils n'ont pas pu tout faire non plus en 20 ans. Bon. Alors j'en reviens à ma question foncière. À partir du moment où la mortalité infantile régresse, cette paysannerie, la structure familiale de la paysannerie arabe reste la même. En gros, la natalité reste élevée, 6-7 enfants. La mortalité a diminué, très bien. Le paysan va se retrouver avec une famille de 5 enfants à nourrir. Très rapidement, il arrive là à des limites. Il ne peut plus, avec sa parcelle de terre, nourrir une famille de 7 personnes. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas acheter la parcelle voisine, n'a pas assez d'argent, il va tenter de louer la parcelle voisine à un autre propriétaire pour pouvoir nourrir sa famille. Et très rapidement, il ne pourra pas tenir le choc. Pourquoi? Parce que d'une part, le contrat de métayage est de 50%, c'est ruineux, et d'autre part, quand il est en manque d'argent, il va emprunter. Seulement, nous sommes en 1930 en Palestine. Il n'y a pas de réseau bancaire moderne comme aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, il y a une seule banque arabe dans tous les territoires palestiniens. Il y a plusieurs banques juives et il y a une banque arabe qui traite essentiellement avec évidemment les hommes d'affaires, la bourgeoisie palestinienne locale de Ramallah, de Jérusalem ou d'ailleurs. Alors, où emprunte-t-il le paysan? Il emprunte tout simplement à un usurier. Mais les taux de l'usure sont de 30 à 40%. Ça signifie qu'avec un métayage à 50% et un taux d'usure à 40%, il est très rapidement ruiné. Qu'est-ce qu'il fait? Il liquide. Il résilie le bail. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter sa chance avec sa famille en ville pour trouver du travail. Et ça va constituer le prolétariat urbain de Haïfa et d'autres villes de Palestine dans les années 30. Et c'est là, dans ce prolétariat urbain chassé par la misère, que vous allez recruter, ou du moins que les premiers éléments palestiniens antisionistes vont recruter leurs premières troupes. En 1900, je fais une incursion là dans les années 30, mais ça est directement lié à la question foncière. C'est pour ça que c'est très important la question foncière, alors que personne ne l'aborde jamais quand on parle du conflit. Jamais. C'est là qu'un prédicateur venu de Syrie, il s'est enfui de Syrie parce qu'il était condamné à mort par les Français pour avoir été l'un des leaders de la révolte de 1921,
un prédicateur venu de Syrie, particulièrement intelligent, très, très versé en sciences islamiques, s'installe à Haïfa et crée progressivement, de façon très discrète, un certain nombre de cellules dormantes, si vous voulez, de militants qui sont anti-anglais et anti-sionistes et anti-juifs. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il vaut mieux dire anti-juif qu'anti-sioniste. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et cet homme passe à l'action, à partir de 1935, à l'action ouverte. Il est évidemment détruit par les Anglais qui sont infiniment plus forts, mais l'important c'est de savoir que les troupes qu'il a trouvées pour constituer ses premières, on peut dire ses premiers combattants de la cause palestinienne armés, ces premiers combattants, il les a recrutés dans les bidonvilles de Haïfa. C'est-à-dire parmi ces paysans expropriés, réduits à la misère par la réforme foncière de 1858 et par le regroupement des terres aux mains de propriétaires arabes. Et là-dedans, les sionistes n'ont pas de responsabilité directe dans cette misère arabe. Ce chef arabe syrien, qui n'est pas palestinien, donc syrien, s'appelle Ezzedine Al-Qassam. Ezzedine Al-Qassam, vous voyez le lien donc avec le Hamas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors j'étais un peu long sur la question foncière, mais c'est central pour comprendre que c'est le chaudron qui va attiser encore plus la violence et la haine, évidemment, contre l'implantation sioniste. Donc pour l'instant, j'ai encore rien dit, mais enfin, on va y venir. Alors, vous avez évoqué le sionisme, qui est évidemment une notion fondamentale, mais à vous lire, on comprend que le nationalisme a précédé le sionisme, notamment à travers la renaissance de la langue hébraïque. C'est-à-dire que la communauté juive séfarade a fait renaître la langue hébraïque, qui était jusque-là éteinte, et alors, peu usitée, et puis ensuite, avec cette renaissance, l'idée de pouvoir reconstituer, recréer un État juif. Oui, c'est tout à fait ça, ce que vous dessinez est tout à fait juste, c'est-à-dire que traditionnellement, et c'est pas faux, on voit le sionisme comme une création essentiellement de l'Europe orientale, du monde ashkénaze, avec Pinsker, Lilienblum, Smolenskin, Achada, bien sûr, les grands-pères du sionisme russe sont eux. La vraie matrice du sionisme est russe, elle n'est pas allemande. Et Herzl, qui vient très tardivement là-dessus, en 1896 avec l'État des Juifs, en 1997 avec le premier congrès sioniste à Bâle, Herzl est un grand catalyseur, c'est un politicien de génie qui a l'intelligence de comprendre qu'il faut fédérer toutes ces énergies disparates qui constituent une multitude de petites cellules sionistes dormantes qui s'appellent les uns les amants de Sion, les enfants de Sion, les amoureux de Sion, tout ce que vous voudrez. Il y a toujours le mot Sion, Tion dedans. Bon. Ça, c'est le sionisme externe. Et finalement, on a occulté qu'en réalité, dans cette Palestine du milieu du 19e siècle, il y avait évidemment 40 000, à peu près 40 000 juifs, mais il y avait dans cette communauté juive qui est très disparate, essentiellement on peut la diviser en deux grandes branches, monde séfarade, ashkénaze. La communauté ashkénaze est très récente. Elle vient d'une alia récente de juifs ashkénazes d'Europe orientale qui viennent pour des motifs religieux. La communauté séfarade qui vient de l'expulsion d'Espagne pour l'essentiel, mais pas seulement, il y en a qui sont installés là depuis bien plus longtemps, tout simplement parce qu'il y a une présence ininterrompue. La communauté séfarade, qui est donc par définition souvent ladinophone, mais qui est aussi hébréophone. Elle parle l'hébreu. Alors pourquoi elle parle l'hébreu et l'hébreu n'a jamais été une langue morte? Parce que l'hébreu, c'est la langue de communication entre ces différentes communautés. Quand un séfarade veut parler avec un ashkénaze, il ne peut parler qu'en hébreu. L'un ignore le yiddish, l'autre ignore le ladino. Bon, il parle l'hébreu. Et cette communauté séfarade, qui n'est pas la communauté, disons, de stricte observance, c'est une communauté religieuse, bien sûr, comme les autres. L'athéisme est une notion totalement inimaginable dans ce monde-là du XIXe siècle, ou alors de façon très privée, très secrète. Cette communauté séfarade, elle est impliquée dans la vie économique de la Palestine. Donc souvent, elle est arabophone. Alors que la communauté ashkénaze ne parle pas l'arabe. La communauté ashkénaze vit en vase clos, c'est ce qu'on appelle les haredim d'aujourd'hui, les stricts observants, les ultra-orthodoxes aujourd'hui. Bon, c'est exactement ça, ce sont les descendants de cette communauté-là. Le monde séfarade, en revanche, qui est majoritaire en Palestine à cette époque-là, en gros c'est les 3/4 des juifs, sont totalement impliqués dans la vie économique, civique, nationale, etc. de la Palestine. Et c'est de ce monde-là que dès les années 1860, naît un réveil de l'hébreu
Alors, non pas, alors on pourrait dire un réveil de l'hébreu, donc c'est une langue morte. Non, un réveil de l'hébreu au sens d'une langue journalistique, et puis d'une langue littéraire, puis d'une langue littéraire va devenir une langue d'enseignement dans les écoles, et d'une langue d'enseignement va devenir une langue maternelle. Ça s'est fait en combien de temps? En 40 ans à peu près, entre 1860 et 1900. Tant et si bien qu'à la veille de la guerre de 14, il y a des études qui ont été faites par... je crois que ce sont des intellectuels juifs qui ont fait cette étude, pas des Turcs, oui, qui nous apprennent qu'en 1914, la veille de la guerre, la moitié des juifs de Palestine parlent l'hébreu dans la vie quotidienne. C'était inimaginable 50 ans avant. L'hébreu ne se pratique pas dans la vie quotidienne, ça se pratique uniquement pour parler de communauté à communauté. Bon, alors reprenons les étapes. En 1863, c'est dans cette vieille communauté séfarade qu'est fondé le premier journal en hébreu, à Vatzelet. En 1870, le deuxième journal, à Lebanon. À Lebanon, c'est l'un des noms de Sion dans la Bible. Hein. Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi le Liban? C'est très étrange. Mais bon, c'est un lien direct aussi avec le mot blanc, hein, Lavan. Bon. Et les deux premiers journaux, donc en hébreu, naissent en Palestine avant même qu'on ait jamais entendu parler de sionisme. Parce qu'on est en 1863-1870, le mot sionisme date de 1890, 20 ans plus tard. En 1870, quand paraît le deuxième journal en hébreu en Palestine, quel âge a Théodore Herzl? Il a 10 ans, d'un petit enfant. Personne n'a entendu parler de sionisme. Et même les cellules des amants de Sion, en Russie, n'ont pas encore vraiment vu le jour. En revanche, en Europe, au même moment, en 1865, un intellectuel juif russe, Smolenskin, crée à Vienne, il a émigré à Vienne, évidemment c'est une terre de liberté par rapport à la Russie tsariste, il crée le premier hebdomadaire en hébreu, lui aussi, sans avoir un lien direct avec les séfarades, 1865, donc 2 ans après à Vatzelet. Ça s'appelle Hachachar, l'aube. Donc on assiste à un réveil de la langue hébraïque, autrement que comme langue vernaculaire, dès 1860, et à partir de ce moment-là, c'est bien dans ce Yishuv séfarade dans les années 80-90, à une époque où Ben Yehuda est déjà arrivé, venu de Russie, il est arrivé en 1881, un peu avant la grande alia des sionistes, Ben Yehuda, qui s'appelait Perman à l'origine, avec tous ces intellectuels séfarades qui sont souvent ses amis, il vit à Jérusalem, c'est avec eux, avec ces intellectuels séfarades dont on a complètement oublié les noms aujourd'hui, et ce sont vraiment de très grandes figures, très très grandes figures du Yishuv séfarade, ils vont bâtir l'hébreu comme langue d'enseignement dans les écoles primaires. C'est-à-dire qu'on va commencer à enseigner aux enfants les sciences naturelles ou l'histoire ou la géographie en hébreu. Et progressivement, ça va devenir une langue maternelle. Tout le monde connaît l'histoire de Ben Yehuda et de son fils. Bon, là-dessus. Ça veut dire, pour faire bref, que c'est à l'intérieur même de la Palestine que vers 1860-70, et c'est pour ça que je commence le livre en 70 et pas avec la première alia en 82, que naît un réveil de l'hébreu, hébréophone, qui est un réveil culturel, qui va embrayer sur un réveil national, qui va demain donner lieu à une nouvelle question nationale dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire la question de l'indépendance nationale juive en terre d'Israël, pour parler comme les juifs de l'époque. Donc, sans lien direct avec le sionisme extérieur. Et c'est là-dessus que se greffe le sionisme extérieur avec la première alia, puis la deuxième alia, etc., qui va rejoindre ce Yishuv séfarade et qui va, lui, évidemment, devenir majoritaire, puisque c'est l'alia ashkénaze qui va bientôt l'emporter, bien sûr, sur les autres. Et du coup, on a complètement oublié le rôle pionnier de ces séfarades, parce qu'ils ont été noyés par l'alia ashkénaze, l'alia des Ben Gurion, des Katznelson, des Brenner, et tous les autres qui ont fait un travail remarquable, mais qui a malheureusement jeté un voile sur ces origines-là. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes très loin du schéma de la doxa, du discours de propagande qu'on entend toujours, d'un schéma colonialiste. En réalité, le réveil national juif, il est né de l'intérieur même de la terre d'Israël. Autour de quoi? De l'hébreu. Pourquoi? Parce que l'hébreu est la colonne vertébrale du peuple. C'est la seule langue commune à tous les juifs. Les uns parlent le judéo-arabe, l'autre le judéo-espagnol, l'autre le yiddish. L'hébreu, non seulement est la langue commune de tous les juifs, mais c'est la langue de la Bible. Et la Bible n'est pas seulement considérée comme un livre de foi, c'est bel et bien un livre d'histoire du peuple juif. C'est un livre qui parle à une nation, qui parle à tous les hommes aussi, mais aussi à une nation spécifique. Bon. C'est en ce sens donc que le sionisme, qui naît d'abord de l'intérieur même de la Palestine, et je le dis sans esprit de provocation, ça m'est arrivé de le dire dans un certain nombre de médias non juifs,
le sionisme est un authentique mouvement de décolonisation du sujet juif. Le sujet juif colonisé par l'environnement musulman, la Dhimma précisément, prétend désormais relever la tête et prétend à une autonomie et demain peut-être à une indépendance. Ça s'appelle une décolonisation. Donc on est à milieu du schéma classique qui voudrait voir les sionistes comme des envahisseurs venus de l'étranger, s'emparant d'une terre qui ne leur appartient pas et sur laquelle ils n'ont aucun droit. Enfin, vous connaissez le discours classique, quoi. Alors, avançons un petit peu pour évoquer le mandat britannique. Parce que, évidemment, le positionnement britannique est fondamental, un positionnement qui est dual, qui est perfide, parce qu'il va y avoir une double promesse faite à chacune des deux communautés, qui va créer de nombreux affrontements, années 20, années 30, pour aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis finalement les Anglais vont tout abandonner, vont jeter l'éponge et vont s'en remettre aux Nations Unies. Alors comment expliquer cette position duale, cette trahison, ce que Ben Gurion appellera une trahison, qui restera dans l'histoire? L'Empire ottoman en 1914 entre en guerre aux côtés des puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'Empire ottoman est un empire fragile en 1914, qui a déjà perdu la plupart de ses possessions européennes. En 1914, il ne lui reste en Europe que le petit bout de ce qu'on appelle la Turquie d'Europe autour d'Istanbul et d'Edirne. Bon, c'est rien par rapport à ce qu'il avait au XVIIe siècle, où je rappelle que les Turcs au XVIIe siècle arrivaient devant Vienne, au cœur de l'Autriche, c'est vous dire. L'Empire ottoman est donc l'homme malade de l'Europe, comme on dit, fragile. Bon. Dans la guerre qui commence en 1914, les Anglais et les Français ont des vues sur les possessions arabes de l'Empire ottoman, en se disant, si l'Empire ottoman demain s'écroule, et ils espèrent bien évidemment la chute finale de l'Empire ottoman, nous avons des visées, des ambitions sur toutes les possessions arabes, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de la Turquie actuelle. Bon. De là, des négociations secrètes entre Anglais et Français sur le devenir de l'Empire ottoman. Ces négociations secrètes sont connues dans l'histoire sous le nom des accords Sykes-Picot. Mais par définition, elles sont secrètes. Bon, on n'en sait rien encore à ce moment-là. Les Anglais, qui ont des vues sur la Palestine, encore une fois dans le sens que j'ai donné tout à l'heure, les Anglais veulent prendre pied en Palestine. Et vont convaincre les Français de lâcher prise en Palestine pour s'intéresser plutôt au Liban et à la Syrie. Donc les Anglais veulent absolument la Palestine pour deux raisons. Premièrement, ils tiennent le canal de Suez depuis 1882. Donc ils veulent un arrière-pays qui protège la zone du canal de Suez, qui est pour eux une artère vitale vers l'Empire des Indes. C'est-à-dire par le canal de Suez, la mer Rouge est directe vers l'Inde. Et deuxièmement, ils veulent la Palestine parce que c'est un carrefour stratégique. C'est vrai dans l'histoire depuis Alexandre, Napoléon. Vous voyez que Napoléon en Égypte, Bonaparte, plutôt en Égypte, a livré bataille en Égypte, mais aussi en Palestine, bataille du Mont-Tabor, bon, siège de Saint-Jean d'Acre. Ils veulent donc la Palestine comme carrefour stratégique vers précisément leur possession coloniale la plus importante, qui est l'Inde. À partir de ce moment-là, ils sont intéressés à faire une proposition au mouvement sioniste pour pouvoir prendre pied en Palestine et pour pouvoir demain justifier leur présence en Palestine s'ils promettaient aux Juifs un foyer national à établir dans le pays. Bon. Le discours des Anglais, et là, c'est à quoi Laurent vient de faire allusion, à savoir les promesses qu'ils font aux uns et aux autres. Les Anglais font des promesses à tout le monde. Et des promesses contradictoires qu'ils ne pourront pas tenir. Et ça sera l'origine d'un imbroglio diplomatique terrible et tragique que les peuples d'aujourd'hui encore payent l'addition. Bon. Les Anglais veulent absolument la défaite des Turcs. Bon. Ils veulent pousser pour cela les Arabes de l'Arabie qu'on va appeler plus tard saoudite, indépendante, semi-indépendante, dont le dirigeant à la Mecque est le shérif Hussein. Ils veulent convaincre les tribus arabes d'Arabie, précisément, d'entrer en guerre contre les dominateurs turcs. Je rappelle encore une fois que les Turcs sont les maîtres de la région. Et donc, que leur promettent-ils? Ils leur promettent, après la guerre, un grand royaume arabe. Bon. Et les Arabes, effectivement, entrent en guerre en 1916. Bon. Militairement parlant, le rapport est dérisoire, les Turcs sont beaucoup plus forts, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Anglais ont fait des promesses, et que les Arabes ont tenu leur engagement, ils sont entrés en guerre. Bon.
Les Anglais, pour en finir avec les Turcs, entrent en guerre véritablement à partir de l'Égypte. Ils envahissent le Sinaï, la Palestine. C'est le général Allenby qui entre à Jérusalem en décembre 1917. La campagne continue et Allenby s'empare de toute la Palestine et même de la Syrie, puisqu'il entre à Damas en octobre 1918, au bout d'un an. En clair, les Anglais, pour s'assurer leur présence en Palestine, ont pris les devants contre les Français et ils ont envoyé leurs troupes. L'Empire ottoman s'effondre, c'est la fin de la guerre, on est en 1918. Là-dessus a lieu plus tard la conférence de San Remo, les mandats, etc. Mais revenons donc en 1918, 1917, 1918. Les Anglais publient une déclaration le 2 novembre 1917 qui s'appelle la déclaration Balfour, du nom du ministre anglais des Affaires étrangères, Lord Balfour, qui est un texte très court, en 5 lignes, qui dit ceci: la puissance britannique s'engage à édifier en Palestine un foyer national juif, un foyer, pas un État, un foyer national juif, sans porter préjudice aux habitants non juifs de la province. C'est tout. C'est évidemment une déclaration qui suscite l'enthousiasme dans le monde juif et dans le monde sioniste, mais dans le monde juif en général. Vous avez des archives, si bien de Buenos Aires que de Marrakech, que de Pologne, qui montrent l'enthousiasme des foules juives. C'est tout d'un coup l'idée que l'État juif va renaître. Bon. Alors pourquoi les Anglais ont-ils fait cette promesse qui va semer la consternation parmi les élites arabes? Les élites arabes, je veux dire les élites lettrées, en bourgeoisie, les intellectuels arabes du Caire, de Damas, d'Alep, de Beyrouth et de Jérusalem, bien sûr, sont consternés. Et pour cause, c'est une promesse totalement impérialiste, une promesse qui est un brigandage. C'est une puissance à qui la Palestine n'appartient pas, qui promet à un autre peuple qui n'y habite pas un territoire qui appartient à un troisième. C'est scandaleux. Sur le fond, c'est scandaleux, évidemment. Donc les élites arabes sont totalement indignées, et à juste titre. Alors pourquoi les Anglais ont-ils publié cette fameuse déclaration que le mouvement sioniste ferait mieux d'oublier? S'il y avait quelque chose à ne pas remettre en avant, c'est la déclaration Balfour en disant, vous savez, nous avons un droit de propriété sur cette terre, c'est la déclaration Balfour. Non, ça, c'est vraiment... Bref, pourquoi les Anglais ont-ils fait tant de promesses? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est parce que ils, en bons antisémites qu'ils sont, ils estiment que les Juifs ont beaucoup de pouvoir, qu'ils ont un pouvoir considérable aux États-Unis, et même le pouvoir en Russie de maintenir la Russie dans la guerre. Nous sommes en novembre 17. Novembre 17, la révolution russe a éclaté en février. Tout le monde sait que la Russie veut sortir de la guerre, ou du moins que la population russe veut sortir de la guerre, et le gouvernement russe hésite. La guerre est très impopulaire. Les Anglais naïvement pensent que les communautés juives, qui sont très nombreuses en Russie, la Russie c'est la moitié du judaïsme du monde à l'époque, que les communautés juives auront assez de pouvoir pour pousser le gouvernement russe à rester dans la guerre. C'est très naïf, les juifs n'ont aucun pouvoir. Les juifs sont très présents dans les mouvements révolutionnaires, c'est vrai, mais les mouvements révolutionnaires, eux, veulent sortir de la guerre. Donc les juifs révolutionnaires ne vont pas défendre le maintien de la Russie en guerre. Bon. Ils sont convaincus également, les Anglais, que les Juifs ont un énorme pouvoir aux États-Unis. C'est une grosse communauté déjà, la communauté américaine, près de 3 millions de Juifs, sauf que les Juifs américains n'ont pas de pouvoir. Effectivement, ils sont nombreux, mais l'antisémitisme aux États-Unis est souvent sous-estimé, il est très fort. Les Juifs n'ont pas accès à la plupart des cercles de pouvoir. Pas de ministre juif, par exemple. Bon. Il y a quelques ambassadeurs de ci, de là, quelques hauts fonctionnaires, mais c'est beaucoup plus tard qu'avec Roosevelt, dans les années 30 et 40, les Juifs auront beaucoup plus de pouvoir. Donc, ça c'est la première raison, ils surestiment le pouvoir des Juifs. La deuxième raison, c'est que si demain on leur confie la Palestine à administrer, eh bien, la promesse d'un foyer national juif leur servira d'alibi pour rester en Palestine. Le jour où demain les Arabes de Palestine leur diront « mais vous devez partir, nous ne voulons plus de colonisateurs chez nous », ils diront « mais nous avons un mandat qui nous oblige à créer ici un foyer national juif, et tant qu'il n'est pas créé, nous ne pouvons pas partir ». Donc ils vont instrumentaliser le sionisme à leur propre fin. Donc il n'y a dans la déclaration Balfour aucun philosionisme, aucun philosémitisme. D'ailleurs la preuve, c'est que l'administration britannique en Palestine jusqu'à la guerre, jusqu'à la fin, en 1948, est massivement antisémite et majoritairement antisioniste. Majoritairement. Alors il y a, parmi les administrateurs britanniques et dans la classe politique britannique, il y a une petite minorité qui est philosioniste pour des raisons religieuses.
c'est le courant millénariste anglican, on appellera aujourd'hui les évangélistes, si vous voulez, qui considère que le retour des Juifs en terre d'Israël, c'est le premier pas vers ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire le retour de Christ sur la terre et le règne de 1000 ans. Et donc il y a effectivement des hauts fonctionnaires britanniques, rares, mais ça existe, qui vont favoriser le mouvement sioniste, favoriser même la force militaire juive. Et l'un des plus connus, et d'ailleurs il a son nom dans toutes les villes d'Israël, c'est Wingate. Des rues Wingate partout. C'est un officier britannique des années 30. Bon. Mais globalement, voilà le calcul des Britanniques. Arrive la fin de la guerre, traité de Sèvres, l'Empire ottoman est effondré, conférence de San Remo en 1920, et aux conférences de San Remo, les alliés à la conférence de San Remo établissent que la Palestine et l'Irak, enfin la Mésopotamie comme on disait à l'époque, reviendront à la Grande-Bretagne sous la forme de mandat, et le Liban et la Syrie reviendront à la France sous la forme de mandat. Et en 1922, la Société des Nations, qui a été créée dans la foulée de la guerre, la Société des Nations en juillet 22 remet officiellement le mandat de la Palestine à Londres, qui nomme un administrateur, ce qu'on appelle un gouverneur. En 1922, le premier gouverneur s'appelle Herbert Samuel, c'est un juif, qui est d'ailleurs sioniste. C'est la seule exception que les Anglais ont faite à leur antisémitisme de fond, parce qu'ils pensent qu'avec Herbert Samuel, du côté des sionistes, on aura la paix au moins dès les débuts. Et très rapidement, il s'avère que les calculs britanniques sont faux. Et à ce moment-là, ils sont confrontés à un problème de fond. Ils ont sous-estimé la résistance arabe au sionisme, le refus arabe du sionisme, et très tôt, dès 1918, quand la déclaration Balfour est connue, les élites arabes de Palestine constituent des comités islamo-chrétiens. C'est une grande première parce que les chrétiens vivent dans la peur des musulmans en permanence. Il y a eu énormément de massacres. Bon. Et là, pour la première fois, la résistance au sionisme leur donne l'occasion de se réunir. Ils créent les premiers comités islamo-chrétiens à Jérusalem, puis à Jaffa. Jaffa est la grande ville arabe de Palestine, c'est pas Jérusalem. Puis bientôt, ces comités islamo-chrétiens donnent les premiers congrès nationaux palestiniens. Et ces congrès nationaux disent tous la même chose aux Anglais. Nous ne pouvons pas collaborer avec vous. Pourquoi ? Parce que tous les documents que vous nous soumettez, qui induiraient une collaboration avec vous, par exemple l'organisation d'élections municipales, l'organisation d'élections législatives, la constitution d'une agence arabe sur le modèle de l'agence juive. Tous ces documents que vous nous soumettez supposent l'acceptation de la déclaration Balfour, ce qui est vrai. Nous ne pouvons pas accepter la déclaration Balfour. Donc les Arabes refusent toute collaboration avec les Britanniques parce qu'ils ne peuvent pas accepter la déclaration Balfour, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Et donc les Anglais se retrouvent avec une opposition arabe virulente, qui est violente dès 1920, émeute à Jérusalem, 1921, émeute à Tel Aviv, qui se traduisent par des pogroms, c'est-à-dire non pas des chasses aux sionistes, mais des chasses aux juifs. C'est très rapidement le mot d'ordre, c'est la chasse aux juifs. Et ils arrivent tant bien que mal à rétablir le calme, et ils constatent au fur et à mesure que les années passent que la colère gronde, et ils se disent à un haut niveau à Londres, mais comme en Palestine même, est-ce que la déclaration Balfour n'était pas une erreur ? Bon. Donc sur ces émeutes, on peut dire un mot d'emblée, c'est que ces émeutes en 1920 et 1921 sont des émeutes qui refusent la présence des sionistes en Palestine et qui ne distinguent plus entre sionistes et juifs. Avant 1914, le refus arabe du sionisme était déjà là en Palestine de la part des élites arabes, en majorité chrétiennes, ceux qui ont créé les premiers journaux, etc. Et d'ailleurs, le premier livre sur le sionisme en arabe a été publié en 1909. Donc, les élites arabes en Palestine sont parfaitement conscientes du danger que représente le sionisme pour elles. Ils disent clairement, les élites arabes, si nous ne faisons rien, ils vont nous voler notre pays. Ils le disent, c'est écrit clairement. En 1913, il y a un tract en arabe qui dit ceci, « Écrasons l'escargot sioniste tant qu'il est encore petit ». 1913. Bon. Et les deux premiers journaux en arabe créés en 1909 s'appellent Al-Karmil et Philistine, Palestine. Le mot déjà commence à apparaître parmi les élites. Mais enfin, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une société massivement analphabète. Donc c'est parmi ces élites-là que le refus du sionisme est très documenté. Il ne faut pas croire qu'on a affaire à un peuple qui est totalement inconscient. Pas du tout. Et certains même ont appris l'hébreu, ou même appris l'allemand pour pouvoir suivre les débats au congrès sioniste qui ont lieu en règle générale en langue allemande. Bon. Et ce refus arabe va s'aggraver, mais à ce moment-là, avant la guerre de 14,
les élites arabes distinguent entre sionistes et juifs. Et par exemple, les juifs de la vieille communauté séfarade ou ashkénaze, ils ne les mélangent pas avec les sionistes. Même si la communauté séfarade est profondément sioniste de cœur et d'esprit. Ashkénaze, pas du tout, elle n'a rien à voir avec cela. Bon. Mais ils distinguent entre les deux. En 1920, lors des émeutes à Jérusalem, les cris des émeutiers, ça n'est pas mort aux sionistes, c'est mort aux juifs. Et en particulier, deux cris qui reviennent constamment dans les émeutes, c'est « nous boirons le sang des juifs » et « les juifs sont nos chiens ». Très important ça, les juifs sont nos chiens. Très important. Parce que le chien, c'est un animal impur, terre d'islam. Et les juifs sont nos chiens, ça veut dire que les juifs n'auraient jamais dû sortir de leur condition de dhimmi. Ils sont nos chiens, ils sont nos dhimmi. Et là, maintenant, ils relèvent la tête. Du coup, les émeutes ne cherchent pas à frapper des sionistes, en 1920 à Jérusalem, ou plus tard en 1929, ils tuent du juif là où ils le trouvent. Et d'ailleurs, les premières victimes, c'est la communauté de Mea Shearim, les orthodoxes, bien sûr. Voilà la première étape du refus. Et pour conclure là jusqu'au bout, la grande vague de violence, c'est pas 1920 ni 21, c'est 1929. Où alors là, les pogroms atteignent une intensité jamais vue encore jusque-là, à Jérusalem, à Tzfat et à Hebron. Mais il y a en une semaine ou une dizaine de jours d'émeutes, 180 morts. Ça peut paraître peu aujourd'hui, 180 morts, mais ce qui est frappant, c'est dans des conditions d'une cruauté extrême, qui a frappé tous les observateurs, la police anglaise, évidemment, qui est intervenue, l'armée. Il y a des rapports de la police anglaise. Les journalistes étaient également étrangers, dont Albert Long, le grand journaliste français, qui est venu après les émeutes et qui a rapporté ce qui s'était passé. Et quand on relit Albert Londres aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser au 7 octobre. Il y a quelque chose dans la mise en scène cruelle qui est délirante, totalement délirante. Bon. Mais le 7 octobre, ça a largement surpassé ce qui s'est passé au mois d'août 1929. Donc pour terminer sur la question de Laurent, c'est oui, les Anglais vont progressivement rogner sur la déclaration Balfour, revenir sur leurs engagements sans le dire, et à chaque poussée de colère arabe, que peuvent faire les Anglais ? Eh bien, ils vont fermer le robinet de l'immigration juive. C'est la seule variable. Et quand le calme revient, ils rouvrent. Alors ça ne veut pas dire qu'ils rouvrent totalement, car jamais l'immigration ne sera libre. L'immigration est plus facile qu'avec les Turcs, mais elle est sévèrement réglementée. Comment ? Par le biais financier. Pour entrer en Palestine, il faut prouver qu'on a 1000 livres sterling de revenus. C'est un revenu, c'est considérable, 1000 livres sterling de revenus. C'est le revenu annuel, c'est un revenu annuel d'un bon travailleur bien payé. C'est donc pas une petite somme. Ce qui fait que l'ALIA progresse dans les années 20, dans les années 30, avec toujours des conditions financières drastiques, et avec toujours ce souci des Anglais de maintenir le calme. Et quand ils s'apercevront, à partir des années 30, 36 surtout, qu'ils ne peuvent pas maintenir le calme, ils reviendront totalement sur la déclaration Balfour. Est-ce que j'en parle maintenant, peut-être ? Tout de suite. On peut, mais il faudrait qu'on avance un petit peu parce qu'on aimerait aussi aborder l'actualité. Oui. Et c'est vrai qu'on pourrait passer des heures à vous écouter tant c'est passionnant. Mais je termine alors voilà. vite, très vite. Voilà, c'est vous. Il y a eu donc plusieurs vagues d'émeutes. Mais à partir, l'ALIA juive est relativement modeste. Bon, on passe en gros de 60 000 personnes en 1918, à peu près 50 000, 60 000 personnes, à peine, parce que la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de juifs qui ont été chassés par les Turcs, bref. On passe à 170 000 personnes 10 ans plus tard. 170 000, pas plus, sur une Palestine qui compte en gros 1 200 000 habitants. Bon, c'est donc 12-15%, même pas. Mais à partir des années 30 et surtout 32-33, avec l'antisémitisme européen, avec Hitler au pouvoir en 1933, et avec la grande crise économique mondiale, l'ALIA explose. À partir de 32-33, ça n'est plus 2 000, 3 000 personnes qui arrivent chaque année, c'est 15 000, 20 000, puis 30 000. Tant et si bien que la petite communauté juive de 170 000 personnes est devenue, 10 ans plus tard, en 1939, 480 000. Elle a triplé. Colère arabe, inquiétude arabe. Et c'est cette inquiétude qui explique la révolte, l'explosion, en 1936, de la grande révolte arabe qui va durer 3 ans, que les Anglais, anti-juifs et anti-anglaises, que les Anglais vont finalement briser militairement. Et pour conclure là-dessus, le paradoxe, c'est que la rébellion arabe a été totalement anéantie, 6 000 morts de leur côté. Les Juifs ont eu 500 victimes, les Anglais environ 500. Mais politiquement,
Les Anglais qui ont besoin de l'alliance arabe dans la guerre qui se propage en Europe, qui se profile en Europe, les Anglais vont satisfaire toutes les demandes arabes et revenir sur la déclaration Balfour. C'est-à-dire qu'on assiste à ce paradoxe. Les Arabes ont perdu la guerre militairement parlant, ils l'ont gagnée politiquement. C'est le livre blanc de 1939, fin des migrations juives donc, sur un délai de 5 ans, interdiction d'acquérir des terres, pour l'essentiel sur les 2 principales mesures, et qu'ils vont tenir malgré la guerre, malgré ce qu'ils savent du génocide en cours en Europe. Voilà la situation à partir de 1939-1940. On ne peut pas tout dire, bien sûr, en une heure, il y a plus d'une heure. Il y a un personnage qui a joué un rôle clé dans l'islamisation du conflit, qui va le rendre absolument insoluble. C'est le Moufti de Jérusalem, bien sûr, mais il y a les questions pour ça. Merci infiniment pour cet éclairage, pour ces explications. Je vous invite vraiment à continuer ces explications en parcourant, en lisant cet ouvrage qui est un que sais-je. Donc ça va relativement vite, c'est concis, c'est précis et vous aurez évidemment voilà, toutes les explications sur cette période. J'aimerais qu'on aborde, si vous le voulez bien, l'actualité tragique que nous vivons depuis plus d'un mois maintenant. L'attaque du 7 octobre dernier est une offensive générale contre les valeurs occidentales. C'est une guerre de civilisation que nous vivons. Je crois que là-dessus, nous serons d'accord. La question qui se pose est aujourd'hui de savoir, puisque ce n'est pas une énième crise au Proche-Orient, est-ce vraiment la fin de l'Occident que nous vivons aujourd'hui? Vous avez 30 secondes. Vous avez en quelques minutes. Non, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça renvoie d'abord, bien sûr, au conflit lui-même. Et ce que ça dit de la nature profonde du conflit, de son évolution, et de ce pourquoi on en est arrivé là. Bon. Que ce conflit, que ce qui s'est passé le 7 octobre traduise aussi un conflit de civilisation dans les réactions des uns et des autres, c'est vrai, c'est indéniable. Que l'Occident est en position de perte de vitesse, et il y a ici un lien entre le conflit en Ukraine et le conflit en Israël, bien sûr, c'est tout à fait juste. Mais l'essentiel quand même du 7 octobre, c'est l'avenir d'Israël qui est en jeu. Et ce qui est frappant dans ce conflit, banalité, tout le monde le sait, j'apprends rien à la salle ce soir en le disant, c'est que c'est la première fois depuis 1949 que le conflit est porté sur la terre même d'Israël, et que pour la première fois, pas tout à fait, mais en tous les cas de façon très virulente, très violente, les Israéliens ont le sentiment d'un conflit existentiel, profondément existentiel. C'est constamment le mot qui revient dans les conversations israéliennes, c'est le mot exister, kayam, exister. Bon, c'est ça qui revient, et c'est très juste sur le fond. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant là-dessus, mais il y a bien d'autres aspects sur ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est... Alors, je vais développer concernant le lien avec le conflit. C'est que le Hamas, c'est le mouvement de la résistance islamique. C'est l'héritier direct d'abord des frères musulmans égyptiens, qui était fondé en 1928, c'est la branche des frères musulmans, et c'est un mouvement qui, dans sa charte, 36 articles, que tout le monde peut lire sur Internet, ne reconnaît pas du tout Israël et prône la destruction totale. J'apprends rien, tout le monde le sait. Bon, c'est dans différents articles de la charte, il faut les lire. Ça prend 10 minutes. Bon. Mais est-ce que le Hamas est une création ex nihilo? Non. Le Hamas, c'est l'héritier direct du Moufti de Jérusalem. Voilà qu'on revient au Moufti. Le Moufti de Jérusalem, c'est le personnage central de la tragédie. Et le Hamas, ce sont ses épigones, ce sont ses élèves un peu lointains. En 1921, les Anglais nomment au poste le plus prestigieux de l'islam sunnite en Palestine, Moufti de Jérusalem, c'est un poste prestigieux, un membre de la famille Husseini. Il s'appelle Amin al-Husseini, il a 26 ans. Il n'a pas les diplômes requis, il n'a pas l'âge requis. Mais c'est un membre de la famille Husseini, et les Anglais veulent un membre de la famille Husseini. Tant et si bien que dans l'élection pour le Moufti précédent étant mort, une élection a lieu, et le jeune Amin al-Husseini arrive en 4e position. Il est battu. Il y avait 4 candidats, il arrive bon dernier. Malgré tout, les Anglais passent par-dessus le scrutin, ne le respectent pas, et nomment Amin al-Husseini,
convaincu qu'avec lui, parce que membre de la famille la plus puissante de Palestine, les Husseini, on aura la paix en Palestine. Bon. Car, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une société clanique qui est dirigée par des grandes familles. Il y a 6 grandes familles. Et une grande famille, c'est d'abord une grande famille qui a une assise territoriale, une assise foncière énorme. Il y a 6 grandes familles qui se partagent vraiment la Palestine. Bon. Et dès lors que je dis que c'est une société clanique, c'est une société très divisée. Très divisée. Ces divisions, vous les retrouvez jusqu'aujourd'hui. La guerre entre Fatah et Hamas, par exemple, autorité palestinienne et Hamas, c'est pas nouveau dans l'histoire palestinienne. C'est une division permanente depuis un siècle. Une guerre civile permanente. Le Moufti de Jérusalem est donc intronisé par les Anglais, convaincus qu'ils vont avoir la paix avec lui, et l'année suivante, pour réglementer la vie religieuse en Palestine, il crée, les Anglais, le Conseil suprême musulman, et il nomme le Moufti. Voilà un homme qui a à peine 27 ans, qui est à la tête d'une armée de 7000 fonctionnaires et un budget en livres sterling considérable donné par Londres. Donc une puissance considérable. Le Moufti, le jeune Amin al-Husseini, qui est virulemment antisioniste, a l'intelligence de comprendre au milieu des années 20 que faire appel à la nation au sens occidental du terme pour lutter contre les sionistes et contre ce qu'il dénomme l'invasion sioniste ou l'invasion juive, il a l'intelligence de comprendre que la nation ne dit rien à personne parmi les masses rurales palestiniennes. Qu'en revanche, le facteur qui fédère les Palestiniens, les Arabes de Palestine musulmans, c'est l'islam. Et donc, il va orienter toute sa campagne de propagande à partir des années 26-27 sur l'islam autour d'une idée simple. Les Juifs sont en train de nous envahir et toute modification au statu quo concernant le mur, le kotel, c'est en réalité le prélude à la volonté des Juifs de détruire le dôme du rocher Al-Aqsa et de construire à la place leur 3e temple. Voilà ce qu'il dit. Et donc, résultat, il va multiplier les provocations autour du mur, en interdisant par exemple, ne serait-ce que la pose d'un simple rideau, comme le veulent les orthodoxes, pour séparer la prière des hommes des femmes. Même ça est considéré comme une provocation menant à la destruction du dôme du rocher. Le résultat de ces provocations et de cet échauffement des esprits, ce sont les émeutes de 1929. Pourquoi le Moufti est-il si important? Parce que c'est lui qui dirige le nationalisme palestinien jusqu'en 1949, jusqu'à la Nakba, jusqu'à la catastrophe arabe de 1949. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est allé de refus en refus. Il ne peut pas accepter l'idée d'une souveraineté juive sur cette terre. Il ne peut pas accepter l'idée d'un partage ou d'un compromis. Donc, il va dire non à toutes les propositions anglaises. Quand la violence atteint un point culminant en 1936-1937 avec la révolte, les Anglais, qui veulent sortir de ce bourbier palestinien, les Anglais nomment une commission d'études très sérieuse, la commission Peel, du nom de Lord Peel, qui vient avec une dizaine de collègues en Palestine pendant 3 mois, qui auditionnent les Arabes, les Juifs, enfin bref, tous les responsables qui veulent bien répondre à leurs questions, qui retournent en Angleterre et qui publie le 7 juillet 1937 un rapport énorme, 404 pages, c'est vraiment un travail sérieux, il propose une solution. Que dit le rapport Peel? Il dit « Ces 2 peuples ne peuvent pas s'entendre. Il faut les séparer. Il faut donc 2 États. Un État juif, un État arabe. » Et il propose même des cartes. Bon, c'est un vrai travail. Nous sommes le 7 juillet. Le 8 juillet, le Moufti dit non. C'est exclu. À ce moment-là, les Anglais comprennent que décidément c'est un ennemi rédhibitoire. Il va se réfugier au dôme du rocher. Ils ne peuvent pas l'attraper là, évidemment. Il va s'enfuir vers le Liban et il ne remettra plus jamais les pieds en Palestine. Mais il reste le leader incontesté du nationalisme palestinien. Résultat de ce nationalisme, premièrement, les chrétiens ont été éliminés. C'est une islamisation. Les chrétiens qui étaient à l'origine du nationalisme palestinien, on ne les entend plus. Bon. Et eux-mêmes craignent pour leur vie. À la fin de la grande révolte en 1936-1939, le mot d'ordre, le slogan qu'on entendait dans les rues de Ramallah ou de Jenin, c'était « Attention, après samedi, dimanche ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon. Et les chrétiens comprenaient très bien. Du coup, émigration de chrétiens de plus en plus nombreux. Bon. Le résultat, c'est que le Moufti, s'engageant dans cette voie islamique, ne peut pas accepter un compromis. Donc, refus du plan Peel en 1937. Bon. Les Anglais, la révolte repart de plus belle, la révolte est écrasée, je l'ai dit tout à l'heure, les Anglais, pour sortir complètement de l'impasse, vont publier ce fameux livre blanc en 1939, qui donne tort aux Juifs sur toute la ligne, finit la déclaration Balfour sans le dire, et qui donne finalement raison à la partie arabe pour sortir par le haut, parce qu'on ne veut pas avoir le monde arabe sur le dos au moment où la guerre contre Hitler se profile. Bon. Et là, surprise, le Moufti dit non au livre blanc. Alors là, c'est une surprise générale, parce que
le livre blanc leur accorde tout. Et d'ailleurs, tout l'entourage du Moufti est favorable à l'acceptation du livre blanc. D'ailleurs, quand le livre blanc est connu en mai 39, la foule arabe descend dans les rues de Ramallah et d'ailleurs de joie, convaincue que ça y est, la libération est là. On va se débarrasser des Anglais et des Juifs. Et le Moufti dit non. Il dit non pour une raison personnelle. Il dit non parce qu'il sait que s'il dit oui à cela, il sera écarté de la direction palestinienne et que ce sera l'émir Abdallah, Transjordanie, qui prendra le dessus sur le nationalisme palestinien et que lui n'aura pas son mot à dire. Bref, pour des raisons personnelles, il dit non. Bon. Et à partir de là, vous arrivez au troisième refus, c'est celui de l'ONU, 29 novembre 1947, plan de partage de la Palestine en 2 États. Et là encore, la partie palestinienne dit non. Le résultat de ce non, c'est la guerre. Le 29 novembre, c'est la décision de l'ONU. Le 30 novembre commence la guerre entre Arabes et Juifs à l'intérieur de cette Palestine, où les Anglais sont au milieu, bien sûr. Eh bien, le Hamas, j'étais un peu long, je suis désolé, c'est tellement difficile de tout résumer en quelques mots. Le Hamas est l'héritier, par-delà 30 ans de nationalisme palestinien, du Fatah, le Hamas est l'héritier de ce radicalisme-là qui n'accepte aucune présence juive sur cette terre. Et donc, qui s'entête exactement dans le même refus et qui aboutit finalement à la même catastrophe. Le Hamas est en train de vivre aujourd'hui, c'est un Nakba, la deuxième Nakba de 1948. Merci. On va passer aux questions. Parce que je pense qu'il y en a pas mal et qu'il faut donner la parole puisque vous êtes venus nombreux. Alors, on va faire passer un micro. Oui. Alors, on va passer à quelques questions, parce qu'il est déjà 22 heures. Alors, j'attire votre attention, comme Laurent l'a dit, on pose des questions et on ne fait pas, bien sûr, un raisonnement historique des choses. Alors, moi, je vais poser la première question, ça va être rapide. Sincèrement, croyez-vous, puisqu'on est dans le conflit aujourd'hui, que la bande de Gaza, cette partie-là, restera la bande de Gaza? Et est-ce que vous pensez que ce soit les Américains ou les Européens, pensent sincèrement que Gaza retrouvera Gaza, puisqu'on voit que par toute l'histoire et tout ce que vous avez raconté, vous avez bien évidemment cité, c'est que c'est des temps où, en fait, il n'y aura jamais d'entente. Alors pourquoi le monde occidental, les Américains et les Européens, s'entêtent dans une utopie? On va prendre plusieurs questions. Ah oui, deuxième question. Question. Bonsoir. La question, c'est l'importance de l'immigration arabe qui est venue en Israël parallèlement à l'immigration juive, que ce soit des pays arabes voisinants ou du Caucase. J'arrête. À toi. Merci. Une question sur la représentation qu'on a de l'État d'Israël par rapport à la Shoah. On dit souvent que c'est une compensation des pays européens par rapport à la Shoah. Or, ça pose beaucoup de questions, évidemment. Et il y a des gens qui s'engouffrent dans la brèche pour nier la Shoah et donc nier le droit à Israël d'exister. Vous avez montré que Israël existait en fait bien avant la Shoah. Est-ce que vous pouvez préciser les structures juridiques, étatiques qui existaient avant la guerre, qui justifient l'existence de l'État d'Israël indépendamment de la Shoah? Je vous laisse répondre. Les trois. Encore une. C'est vous qui décidez. Non? Oui. Durant tous vos commentaires, tout ce que vous avez dit, vous avez nommé la Cisjordanie et pas la Judée-Samarie. Pourquoi? Bon, je vais essayer de répondre. Alors, je ne réponds pas forcément dans l'ordre des questions. Première question, immigration arabe, enfin plutôt deuxième. Immigration arabe, immigration juive. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres fiables. On sait simplement que les effectifs sont des effectifs faibles. Je dis 800 000 personnes vers 1870. Et en 1947,
il y a 2 millions de Palestiniens. Sur ces 2 millions de Palestiniens, 650 000 sont juifs et 1 300 000, donc, et des poussières, sont arabes, dont massivement musulmans. Alors, qu'est-ce que cette immigration arabe, ou plutôt musulmane, pas seulement arabe, mais musulmane? Au XIXe siècle, les Turcs ont fait venir effectivement un certain nombre, en dehors même de l'immigration juive, les Turcs ont fait venir un certain nombre d'éléments musulmans pour accroître la présence de l'islam sur ces territoires où la présence chrétienne était déjà très forte jadis. Donc il y a eu une immigration, entre autres de Bosniaques musulmans d'Europe, de Tcherkesses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est l'un des points les moins bien connus par le public, c'est qu'il y a eu une immigration algérienne musulmane très importante dans la foulée d'Abdelkader. Abdelkader, chef de la résistance algérienne aux Français, a été battu par les Français, vous le savez. Il a été interné un temps en France, puis il a été libéré, et il est parti s'exiler au Proche-Orient. Et c'est en Palestine, finalement, qu'il va s'établir, pour l'essentiel. Bon. Et avec lui, il n'est pas seul, avec lui vont émigrer près de 10 000 personnes, suivies par encore d'autres milliers. Donc on peut estimer, en gros, que dans la seconde moitié du XIXe siècle, près de 40 000 Algériens musulmans sont venus s'établir en Palestine, qui ont évidemment une descendance qui est importante, qui est nombreuse. Voilà ce qu'on sait. Et ensuite, troisième vague, celle qui est directement liée au Yishuv sioniste, c'est-à-dire l'appel d'air que constitue la création d'emplois en Palestine. Et on le voit bien, par exemple, à Haïfa, où il y a eu création d'un port et d'une usine et d'une industrie pétrochimique. Ça a attiré énormément de travailleurs du Liban et de Syrie dans les années 30. Et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres régions, puisque je vous l'ai dit, là c'est imparable, parce qu'on a les statistiques anglaises qui sont très bien faites. Là où la présence juive est forte, l'immigration arabe est forte. Là où il n'y a pas de présence juive, Ramallah, Jenin, etc., il n'y a aucune immigration arabe. Et la croissance arabe est très faible, 2-3% sur 20 ans. Alors qu'ailleurs, elle est de 20-25% sur 20 ans. Henri Laurence, qui est sans doute le meilleur connaisseur de la question de Palestine, malgré son parti pris très antisioniste, mais ça reste un historien honnête, dans son immense histoire de la Palestine en 5 volumes, il donne les chiffres de l'administration anglaise et ils sont irréfutables, les chiffres, absolument irréfutables. La croissance arabe est liée à l'immigration juive, et uniquement à cela. Bon, ça, j'ai répondu à la première question. Deuxième point, Cisjordanie, Judée, Samarie. Je ne préfère pas parler d'emblée de Judée-Samarie, parce que c'est prendre d'emblée position, c'est afficher tout de suite une couleur politique. Bon, je peux avoir mon propre avis sur le conflit, mais si je veux être entendu, je ne peux pas m'afficher comme militant. Absolument impossible. Je ne suis pas militant. Donc, historiquement parlant, diplomatiquement parlant, à ce moment-là, on parle de Jordanie, de Transjordanie ou de Cisjordanie. Je reprends les termes en usage, c'est tout. Si je parlais de Judée-Samarie, ça voudrait dire que d'emblée, je me place dans un camp. Et si vous vous placez dans un camp, vous êtes inaudible, absolument inaudible. Bon. Vous savez, pour faire ce que sais-je, qui est rapide à lire, et qui était très long à écrire. Il y a eu 6 versions avant d'arriver à cette version-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait peser chaque mot au trébuchet. Chaque mot était délicat. Il fallait, par un mot, veiller à l'équilibre des positions. Donc, encore une fois, de toute façon, toute position militante aujourd'hui est inaudible. Il faut avoir une position historienne sur le conflit. C'est la seule façon d'être entendu. Israël et la Shoah. Il y a un lien, évidemment, entre la naissance ou la renaissance de l'État d'Israël et la Shoah. C'est un lien de légitimité. C'est-à-dire qu'après la Shoah, l'État juif apparaît encore plus évident qu'avant. Mais il n'y a pas de lien de causalité. Or, dans la doxa aujourd'hui, pour les journalistes en particulier, l'État d'Israël a été créé à cause des crimes commis par les nazis en Europe. Non seulement c'est faux, mais c'est même le contraire. Je veux dire par là que la Shoah a failli faire en sorte que l'État juif ne voit jamais le jour. Parce que les gros bataillons nécessaires à la construction de l'État juif, c'est-à-dire les mouvements sionistes d'Europe de l'Est, de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, de Roumanie surtout et de Hongrie, c'était vraiment les gros bataillons, surtout la Pologne d'ailleurs, les gros bataillons qui se comptaient en centaines de milliers de jeunes. Ce n'est pas 1 million, mais plusieurs centaines de milliers en tous les cas qui étaient affiliés au mouvement sioniste, ont péri dans la Shoah.
et ne sont pas venus. Et Ben Gurion avait souvent cette phrase, nous avons créé l'État juif, mais le peuple pour lequel nous l'avons créé n'est pas au rendez-vous. Effectivement, les Juifs d'Europe sont des rescapés qui arrivent. Donc, la Shoah a fait faire en sorte que cet État ne voit jamais le jour. Et d'ailleurs, Ben Gurion disait dès 1943-1944, il dit non seulement il avait peur que les Juifs ne soient plus au rendez-vous de l'indépendance nationale, mais il craignait aussi la réaction des puissances occidentales en disant mais demain, on nous dira mais vous voulez un État juif, mais il n'y a plus de Juifs désormais en Europe. Pourquoi cet État? Pour un peuple qui n'existe plus. Bon. Et effectivement, quand vous regardez la mise en place des institutions qui vont donner l'État d'Israël, elles sont toutes nées, à 2-3 exceptions près, avant 1940, c'est-à-dire avant la Shoah. Que vous preniez la Histadrut, premier syndicat, 1920. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier syndicat, je devrais dire le deuxième. Le premier syndicat a été créé en 1874 en Palestine, juif, hein, c'est-à-dire avant le sionisme. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur les choufs séfarades. La Histadrut, 1920. La Coupa Trolim, le système de santé, 1920. L'université hébraïque, 1925, Jérusalem. Le premier lycée hébraïque où on enseigne qu'en hébreu, 1906. Yafo, qui ensuite va se transporter au nord à Tel Aviv. Les principaux journaux, dont Haaretz, qui existe encore aujourd'hui, 1919. Le Magen David Adom, tout le monde sait ce que c'est, 1920. Des grandes entreprises qui existent encore aujourd'hui, Solel Bonnet, construction, les années 20. Tadiran, électricité électronique, 1920, etc., etc. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Donc, nous sommes en présence en 1940, avant la Shoah, d'un État avant l'État. Et d'ailleurs, les Anglais le disent, au moment du rapport Peel, ils disent, si nous donnions l'indépendance demain aux Juifs, ils seraient capables de fonctionner en État en 1 semaine. C'est pas faux. Toutes les structures sont là. Donc, où est ici le lien de causalité avec la Shoah? Il n'y en a pas. C'est le lien inverse, au contraire, qui a prévalu. D'où la formule du ministre des Affaires étrangères d'Israël, le premier, Abba Eban, il parlait des frontières du 4 juin comme des frontières d'Auschwitz. Il voulait, on a souvent épilogué là-dessus, qu'est-ce qu'il voulait dire par frontières d'Auschwitz? Il voulait dire, à mon avis, que c'était les frontières que la faiblesse juive léguée par Auschwitz avait obligé les Juifs à entériner. Si les Juifs n'ont pas pu aller plus loin dans leur lutte avec les Arabes de Palestine, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires. D'ailleurs, ce qu'on ne sait pas en règle générale, parce que là aussi la doxa vous dit que la victoire était acquise d'avance. Non, elle n'est pas acquise d'avance. Quand la guerre commence le 30 novembre 1947 entre Arabes et Juifs en Palestine, sans que les États arabes s'en mêlent encore, hein, les Anglais sont toujours là, et qu'elle dure jusqu'au 14 mai 1948, jour où les Anglais s'en vont, eh bien, les Juifs sont sur le point de perdre la bataille fin mars. Ils sont à 2 doigts de perdre la bataille. Le Yishuv est à 2 doigts d'être englouti. Et en 6 semaines, la situation est renversée. 6 semaines. 1er avril, 14 mai. Tout s'est joué en 6 semaines. Donc rien n'est joué, rien n'est acquis, absolument rien. Bon. Ah oui, Gaza. Là, à travers la question sur Gaza, ce que vous posez, c'est en fait l'avenir du conflit. Et là, je sors de mes compétences. Je ne peux rien en dire. Rien. Sauf, je sais que j'ai dit et martelé déjà depuis 1h30, tant qu'on ne dira pas que le cœur absolu du problème, c'est le refus d'une indépendance nationale juive sur un bout de cette terre, on ne touchera pas l'essentiel. Tout le reste découle de ce refus. Tout le reste. Tout le reste est négociable, mais pas ça. J'ai ma réponse. Question. Des questions, encore 4 questions et après. On vous a vu sur tous les plateaux télévision, on vous a vu sur tous les plateaux radio. Non, pas France 2, ni France Inter, ni France Culture. Les médias publics. Les médias publics l'ignorent. On vous a vu rue Saint-Hilaire ici à la Varenne. Est-ce qu'on vous a déjà vu du côté de la rue Saint-Honoré, du faubourg Saint-Honoré, pour éclairer nos présidents respectifs depuis 30 ans? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez conseillé les présidents?
L'Élysée. Ah, l'Élysée. Non, bien sûr. Non, bien sûr que non. Je vois que vous avez une timidité maximum, là. Ah. Bonsoir. Vous venez de réévoquer le verrou principal de la poursuite en fait, de ce conflit depuis tant d'années. Est-ce que, au-delà en fait, de ce refus de la présence juive sur place, étant donné que la communauté, c'est un problème aujourd'hui, ce conflit de la communauté internationale, et on sait que la communauté internationale a investi des sommes absolument folles pour essayer de résoudre ce conflit, est-ce qu'on peut imaginer que la cause palestinienne perdure pour une histoire de gros sous? Est-ce que vous pourriez préciser simplement ce que vous voulez dire par l'histoire de Ils ont déjà trop Si on imagine en fait que les conflits, les attaques terroristes amènent des réponses qui amènent des destructions, qui demandent des cessez-le-feu, qui appellent à une reconstruction, et qu'on voit que à peu près, que ce soit les dirigeants du Fatah ou du Hamas, sont à peu près tous millionnaires, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un souhait que la cause palestinienne ne s'éteigne jamais, que la paix ne soit jamais là? Vous avez beaucoup parlé du Grand Mufti de Jérusalem, qui a également pris position pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il a été visiter Hitler plusieurs fois. On sait aussi, corrigez-moi si je me trompe, qu'il y avait des troupes armées palestiniennes qui sont allées combattre pour les nazis. Et dans quelle mesure ces événements-là ont été pris en considération dans la décision de créer un État juif, et est-ce qu'on a réellement considéré et donné une légitimité à cet État juif en considérant les Palestiniens comme des vaincus de la guerre, enfin dans le camp des vaincus de la Seconde Guerre mondiale? La quatrième? Oui. Je fais un peu de sport. Madame. Question. Oui, en fait, je vais poser une question qui va paraître peut-être naïve, parce que je vous ai suivi, mais j'ai un petit peu de mal quand même. Est-ce que le peuple palestinien existe vraiment? Parce qu'en fait, moi je me souviens d'il y a de nombreuses années, au début, 67, 73, etc., j'avais le sentiment que tout ce problème pouvait être réglé par les pays arabes voisins. Et de plus, le fait que vous disiez, et on le sait tout à fait, que les Arabes musulmans n'acceptent pas l'existence d'Israël, ça va dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est ce que vous dites en fait. On reste à 4. Oui. Alors, sur la première question, est-ce que la cause palestinienne perdure pour des raisons financières? Je ne crois pas. Honnêtement, la reconstruction, par exemple, à Gaza, c'est pas grand-chose par rapport aux énormes chantiers qui pourraient être entrepris ici ou là. Non, je ne pense pas que ce soit. En revanche, ce que je pense, c'est que la cause palestinienne peut perdurer comme un abcès de fixation. Comme un abcès de fixation, d'abord comme un abcès de fixation, comme un refus de l'État d'Israël, précisément par le biais de l'entretien d'une cause palestinienne qui aurait pu être réglée bien en amont et depuis très longtemps.
Et peut-être aussi pour d'autres raisons, à savoir que la cause palestinienne peut être aussi entretenue, y compris en Europe, pour des raisons qui sont liées au passé de l'Europe. C'était en particulier à la culpabilité de la Shoah. La cause palestinienne peut laver d'une certaine façon la culpabilité de la Shoah, parce que dès lors que on arrive à convaincre l'opinion que les Israéliens font à Gaza ou ailleurs en Palestine en général ce que les Allemands leur ont fait, eh bien le poids de la culpabilité tombe du même coup. Et donc dans l'économie psychique de l'Europe occidentale, qui reste, qu'on le veuille ou non, l'héritière de toute cette histoire tragique, il y a une sorte de joie mauvaise, comme disent les Allemands, une joie mauvaise à voir Israël empêtré dans cette affaire palestinienne. Parce que ça lave d'une certaine façon une culpabilité originelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la cause palestinienne peut perdurer pendant longtemps encore. Longtemps. Mais pas pour des raisons financières, je ne crois pas. Mais elle perdurera aussi, encore une fois, parce que le refus arabo-musulman est structurel, il est fondamental. Bon. Et tant qu'il n'y aura pas de vraie révolution intellectuelle, une révolution anthropologique, des Lumières, dans ce monde-là, tant que ce monde sera encore sur des schémas de pensée très archaïques, il n'y aura pas beaucoup d'avancées dans ce domaine. C'est ce qu'on peut dire. Sur le grand moufti de Jérusalem. Le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, il n'a pas rendu visite à Hitler, il a vécu en Allemagne, il a vécu. En novembre 1941, il arrive à Berlin, et il y reste jusqu'en avril 1945. Il vit là-bas pendant 4 ans avec sa suite, il n'est pas seul, une centaine de personnes avec lui, et il reçoit chaque mois 50 millions de Reichsmark pour vivre avec sa suite. Et il prend la parole à la radio allemande en arabe, car la radio allemande émet dans toutes les langues du Proche-Orient, depuis une petite ville qui est au sud de Berlin qui s'appelle Ziesen, en émetteur en ondes courtes, c'est-à-dire que ce sont des émissions de radio qu'on peut entendre depuis le Maroc jusqu'à Téhéran. C'est puissant, c'est très puissant. Et il s'adresse plusieurs fois aux Arabes, en langue arabe bien sûr, parce qu'il y a des émissions en ourdou, des émissions en persan, etc. etc. Et c'est un personnage de la radio allemande. Et là-dessus, il y a un historien américain qui s'appelle Jeffrey Erf, qui a fait un très beau livre à partir des rapports des archives américaines. Les Américains, leur station d'écoute en Égypte, les Américains, pendant la guerre, ont capté toutes les émissions de Radio Zizen et ont retranscrit. Et Erf a lu une bonne partie des archives traduites de l'arabe en anglais, bien sûr. Et il en a fait un très beau livre, dont j'ai malheureusement oublié le titre, qu'on a publié, c'était à l'époque au Mémorial, on l'a publié dans la collection du Mémorial. C'est un travail d'historien remarquable qui vous montre l'implication du grand moufti dans le génocide. Elle est terrible. Il sait tout ce qui se passe, il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, ils sont déjà jamais cachés. Il sait, Himmler lui a dit en 1943, je crois, on a déjà tué 3 ou 4 millions de juifs. Il le dit, il l'écrit. Et il dit clairement, lorsqu'il prend la parole à Radio Zizen, il appelle clairement à la poursuite, non pas du génocide, on ne voit pas ce mot, il n'existe pas à cette époque-là, mais à faire en sorte de contrevenir à toute possibilité d'émigration de juifs de l'Europe. Donc il a un rôle considérable dans la perpétuation du génocide. En revanche, il n'y a pas de troupes palestiniennes dans la Wehrmacht, c'est pas vrai ça. Les Palestiniens n'ont pas du tout combattu du côté de l'Allemagne nazie, non, ça c'est pas fait. Qu'il y a eu de ci, de là quelques engagements individuels peut-être, mais ça n'a pas joué. Les seules troupes musulmanes engagées du côté de la Wehrmacht, c'est en Bosnie que ça s'est passé. C'est les Bosniaques, mais pas les Palestiniens, pas du tout. Bon. Mais que les Palestiniens, comme une grande partie de la rue arabe de Bagdad ou de Damas, ou même du Caire, ou même de Tunis, aient applaudi au succès de la Wehrmacht, ça tout le monde le sait, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément par antisémitisme. C'est d'abord et avant tout par hostilité aux colonisateurs. En l'occurrence, l'anglais et le français. Bon. Alors, le peuple palestinien existe-t-il? Aujourd'hui, de fait, il existe. Si, il y a un siècle, c'est d'abord une société clanique qui fonctionne sur le mode de la tribu, il n'y a pas de peuple palestinien au sens d'une nation française, non. Mais dans le combat contre les sionistes, il s'est forgé une identité collective. Donc il existe aujourd'hui, oui, de fait. Ça ne veut pas dire que les rivalités claniques ne sont pas fortes. Elles restent encore fortes aujourd'hui. Et un grand nombre de divisions à l'intérieur de l'établissement palestinien sont des divisions qui renvoient aux rivalités entre les grandes familles. Sauf à Gaza. Parce qu'à Gaza, il y a énormément de réfugiés où donc la
comment dire, la logique clanique a été dissoute par cet énorme mouvement de mélange de population. Mais en revanche, en Cisjordanie, la logique clanique est toujours très forte. Et la logique clanique suppose non seulement la division, mais la vendetta. La vendetta, c'est-à-dire les crimes à l'intérieur des familles. La criminalité dans la communauté arabe d'Israël est très forte, entre autres pour cela. Ce sont des crimes, des vengeances, si vous voulez, de vendetta, un peu comme dans l'Europe du Sud, comme la Sicile d'autrefois, où on se lègue un peu les rivalités et de famille en famille, ce qui fragilise énormément la cohésion nationale. C'est vrai encore chez les Arabes d'Israël, comme c'est vrai chez les Arabes de Cisjordanie. Bon. Et ça permet aussi de dire quelque chose qui est rarement dit, mais qui sont des vérités d'évidence pour qui connaît un peu cette histoire. C'est qu'en 1947, l'ONU décide la création de 2 États. Bon. Le 14 mai 1948, les Anglais partent. Ils ont annoncé leur départ déjà 6 mois avant. Les Juifs sont prêts à édifier leur État tout de suite. Ben Gurion est partisan d'un État tout de suite, mais attention, il y a un grand nombre de l'exécutif sioniste qui étaient partisans de différer la proclamation d'État, convaincus que si on proclamait l'État tout de suite, il serait englouti par les adversaires arabes. Ben Gurion tient tête et il proclame l'État le 14 mai 1948. Mais en bonne logique, le 14 mai 1948 aurait dû naître l'État de Palestine. Or, il n'est pas né. Pourquoi? Parce que le premier adversaire à la naissance de l'État de Palestine, c'est le roi Abdallah de Transjordanie, qui entre-temps est devenu le roi Abdallah de Jordanie. Il y a la différence entre les deux. La Transjordanie, c'est l'Est, on le sait. Mais quand on dit Jordanie et pas Transjordanie, c'est-à-dire qu'on a la vue sur les 2 rives du Jourdain. Le roi Abdallah ne veut pas d'indépendance palestinienne. Il veut mettre la main sur ce que l'ONU a prévu comme État arabe de Palestine. Et avec la Légion arabe, qui est sa petite armée, mais qui est la seule armée moderne dans le camp arabe, toutes les autres ne font pas le figure. La seule vraiment capable de résister à la Haganah, devenue Tsahal fin mai 1948, c'est la Légion arabe. Le roi Abdallah s'entend avec les sionistes. Golda Meir va lui rendre visite 2 fois à Amman, déguisé. Et avant l'ouverture des hostilités du 14 mai 1948. L'accord entre les deux est le suivant. Le roi de Jordanie s'empare de la Palestine arabe, mais il n'empiétera pas sur les lignes d'avancée des troupes juives. Et les troupes juives s'engagent à ne pas ouvrir le feu contre lui. Mais à l'origine de cet accord, car il y a un accord secret entre les deux, oui, il y a un accord secret, à l'origine de cet accord, c'est la Jordanie, qui ne veut pas d'État arabe de Palestine. L'État d'Israël n'a pas de position, enfin, le futur État d'Israël en 1947 n'a pas de position définie. En revanche, en 1949, l'État d'Israël ne veut pas non plus l'indépendance palestinienne. Pourquoi? Parce que si indépendance palestinienne il y avait, il faudrait revenir aux lignes de partage du 29 novembre 1947. Or, les Israéliens, juifs devenus israéliens, sont allés plus loin. Et il n'est pas question pour eux de revenir. Entre autres pour des raisons de sécurité. Donc, chacun y trouve son compte, mais à l'origine de ce marché, c'est la Jordanie, c'est pas Israël. C'est donc la Jordanie qui refuse. Or, question, en 1949, les combats sont terminés, la Jordanie annexe la Cisjordanie, ce qui est illégal, puisque l'État arabe devait naître là, précisément. Bon. Et Gaza passe sous administration égyptienne. Les Égyptiens n'annexent pas, ils administrent. Mais entre 1949 et 1967, pendant 18 ans, il n'y a pas un seul juif dans ces régions. Il n'y a pas un seul Israélien. Donc l'État arabe de Palestine aurait dû naître là. En bonne logique. Or, il n'en est pas. Et la Ligue arabe ne dit pas un mot. Or, la Jordanie est membre de la Ligue arabe. La Ligue arabe aurait pu exclure la Jordanie pour non-respect des décisions internationales. Non, elle avalise. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de la Jordanie, qui a la seule force militaire crédible au Moyen-Orient. La fameuse Légion arabe qui a été créée par les Anglais, le fameux général John Glubb, appelé Glubb Pacha. Donc, voilà la réalité. Mais cette réalité-là n'est pas connue sur le fond. Elle n'est pas du tout dite. Donc, à l'origine de l'absence d'État palestinien, il y a d'abord la Jordanie. Or, dernier point, on voit que la soirée avance, fondamental, la Palestine historique, au sens biblique du terme, c'est les 2 rives du Jourdain. 3 des 12 tribus d'Israël sont sur la rive orientale du Jourdain. Donc, pour l'accord de San Remo,
ou pour la déclaration Balfour, quand vous lisez les textes et quand vous regardez les cartes des textes, la Palestine, c'est les deux rives du Jourdain. C'est Israël, territoire palestinien, et Jordanie actuelle. Or, en 1922, les Anglais tranchent et créent un émirat artificiel qui s'appelle la Transjordanie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient promis à Hussein, le shérif de la Mecque, un grand royaume arabe qui n'a jamais vu le jour. Bon. En lot de consolation, pour calmer la colère arabe, ils attribuent à l'un des 4 fils de Hussein, Abdallah, cet émirat de Transjordanie totalement artificiel qui est peuplé par 250 000 bédouins, 300 000 peut-être, grand maximum. Il n'y a même pas de population sédentaire. C'est totalement artificiel, alors que, historiquement parlant, bibliquement parlant, c'est la Palestine, qu'on le veuille ou non. Bon. Voilà comment cet État artificiel va devenir la Jordanie et comment cette Jordanie artificielle va empêcher l'État palestinien de naître en 1949. Voilà l'une des origines du problème. Et on n'a pas parlé de la Nakba, qui sont encore un autre chapitre, où il y a énormément de légendes et de discours officiels là-dessus, où il s'agit de voir historiquement ce qui s'est passé, expulsion ou pas expulsion. Mais on va arrêter, je pense, c'est ça. Alors 2 x 4, ça fait 8. 12 tribus, il reste 4 questions. Et on aura fini. Alors, j'ai promis à monsieur là. Voilà, d'abord. Oui, alors, très rapidement, on a eu la visite récemment d'Alexandre Val qui avait évoqué les accords d'Abraham, que moi je trouve source d'une certaine forme d'optimisme, parce qu'il dénote quand même une certaine forme de changement de paradigme. Si on l'associe au déclin lent de la Chine, d'un déclin peut-être certain de l'Iran, est-ce qu'il n'y a pas là une source d'optimisme pour l'avenir? Peut-être pas d'une paix totale, mais à minima d'un statu quo paisible qui permettrait à certains pays du monde arabe de bénéficier d'un accès à l'Occident via Israël. Monsieur Thémy. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez retracer brièvement, en quelques mots, l'histoire de l'implication de la République islamique d'Iran dans la cause, dans le conflit israélo-palestinien? Merci beaucoup. L'avant-dernier. Moi, je voudrais revenir sur un merveilleux bouquin que vous avez écrit il y a 21 ans, qui s'appelait Les territoires perdus de la République. Expression reprise par Jacques Chirac et d'autres hommes politiques, avec déjà les heurts et l'antisémitisme grandissant dans les banlieues et dans les lycées. J'aimerais avoir votre éclairage aujourd'hui, 20 ans plus tard. Tout va bien. Bon, je vais vous répondre, sérieusement. J'ai promis, là. Alors, pour être honnête, monsieur Bensoussan, la dernière question ici, et puis, vous savez, on a l'habitude, quand on fait des réunions de comité, de démarrer, commission administrative de la Varenne, on démarre par une var Torah, par un mot de Torah. Donc, on fera les 4 réponses, on fera les 4 réponses à la 4e question, et je donnerai à la fin à notre cher rabbin de la communauté, il fera une question-réponse, bon bref, je laisse. Ça sera la conclusion. Merci. Je souhaiterais avoir votre point de vue sur le fait que la Jordanie a réprimé en 1970 les Palestiniens d'une manière féroce. Comment expliquer que par la suite, la même Jordanie a renoncé à la Cisjordanie? Et j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Avez-vous une explication à nous fournir? Merci. Alors, rapidement, vous êtes les 4 questions. Les accords d'Abraham, oui, c'est un facteur d'optimisme, bien sûr. De normalisation, c'est certain. C'est une normalisation qui passe par-dessus la tête du problème palestinien. C'est un problème à résoudre. Bon, il n'est toujours pas résolu, bien sûr. Et il est évident que l'attaque du 7 octobre était directement dirigée contre les accords d'Abraham. C'est une réponse aux accords d'Abraham. Et entre autres au rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Bon.
Maintenant, quelle conclusion on peut en tirer? Bon, les accords ont le mérite d'exister, mais penser que ces accords vont régler tous les problèmes, et en particulier ce problème épineux de Gaza et de la Cisjordanie, c'est naïf. Il y a un problème qui est brûlant, qu'il faut régler d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais il faut le régler. Et aucun accord d'Abraham ne réglera ça. Parce que ces accords d'Abraham, pour l'instant, ont été réglés avec la périphérie. Le Maroc, c'est loin. Les Émirats arabes unis, c'est loin du champ de bataille. L'Iran, deuxième question, je n'ai pas de lumière particulière, je ne connais pas, je ne suis pas journaliste, je ne connais pas spécialement l'actualité là, du conflit. Moi, je ne peux pas vraiment vous répondre sur l'implication de l'Iran. Moi, ce que je vois en observateur extérieur, c'est qu'il y a deux implications. Une implication messianique qu'on sous-estime en Occident, parce que comme nous avons perdu nos cadres de pensée religieux, nous sommes des sociétés très sécularisées. Sur le fond, globalement, dans une Europe qui est chrétienne, les églises sont vides. C'est l'un des grands phénomènes de l'Europe d'aujourd'hui, c'est que les églises sont vides. Il y a 5% de pratiquants, 5% de catholiques pratiquants. Donc, nous avons perdu l'idée que d'autres peuples ne raisonnent pas comme nous. Et qu'il y a des référentiels religieux qui sont très puissants chez d'autres peuples. Et donc, dans le régime des ayatollahs mollahs iraniens, le chiisme iranien, qui est un chiisme eschatologique, qui est vraiment imprégné de millénarisme, c'est très profond chez eux. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que la dîma a été si difficile à vivre dans les pays en Perse, en Iran. Et donc, qu'il y ait chez eux une croyance réelle, messianique, dans le combat contre les juifs, c'est possible. Je ne suis pas certain à 100%. Il y a beaucoup de cynisme dans ce régime. Et la deuxième raison, c'est précisément ce cynisme. Le cynisme, c'est quand, coalisant toutes les énergies musulmanes contre Israël, Jérusalem, Al-Quds, etc., comme ils l'appellent, eh bien, c'est la garantie d'une popularité considérable dans la rue musulmane et dans la rue arabe, par-delà le clivage très violent entre chiites et sunnites. Bon, mais en disant cela, je n'ai pas apporté grand-chose de nouveau. Tout ça sont des choses archi-connues. Encore une fois, ce n'est pas vraiment mon domaine. La Jordanie, septembre noir, là, on fait allusion à septembre noir, septembre 1970. Le renoncement de 1988, c'est que pour la Jordanie, il était beaucoup plus facile d'aborder l'avenir diplomatique en se débarrassant de ce territoire et de le laisser à la gestion des Israéliens seuls, parce que c'était un casse-tête, si vous voulez, épouvantable. Et ce casse-tête épouvantable, ils s'en débarrassent en revenant finalement au partage de 1922. C'est un calcul très logique sur le fond, ce qu'ils ont fait. Bon. Avec quand même ce paradoxe qu'on ne peut jamais oublier, c'est que la Jordanie reste un État palestinien, puisque 60% des habitants sont palestiniens. Bon. Et dernière question sur les territoires perdus de la République, là aussi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que ce que nous disions en 2002, aujourd'hui, c'est un conte pour enfants, plutôt, par rapport à la situation présente. L'antisémitisme s'est enquisté dans des proportions incommensurables. L'exode juif dans un certain nombre de villes, de régions, etc., c'est devenu un phénomène. On parle d'alliés internes, c'est vrai. Regardez ici, précisément, regardez la Seine-Saint-Denis qui s'est vidée de ses juifs. Tout ça sont des choses connues. Et s'il y a moins d'incidents, comme on dit en milieu scolaire, c'est qu'il n'y a plus d'élèves juifs, tout simplement. Voilà. Donc, ce que nous disions dans les territoires perdus de la République, c'était, et nous n'étions pas les seuls, je rappelle quand même que Christian Gélène avait tiré la sonnette d'alarme sur ces banlieues en 1995, journaliste, que Pierre-André Taguieff, la même année, quelques mois avant nous, avait publié chez le même éditeur La Nouvelle Judéophobie, où il avait pointé du doigt l'islamisme. Eh bien, ce qui s'est passé en 21 ans, c'est que ça a pris des proportions puissante, incommensurables. Et donc, quand Bernard Rougier, il y a 3 ans, a publié Les territoires conquis de l'islamisme, en reprenant notre titre, il avait raison. Aujourd'hui, ce sont des territoires conquis et vraiment des territoires interdits à une partie de la population, pas seulement juive, mais française. Ce que nous disions il y a 21 ans dans l'indifférence générale, et encore pire, dans l'ostracisation d'ailleurs de la bien-pensance, France Inter en tête, c'est que ce qui était en train d'arriver aux Juifs, évidemment, ça allait demain être une offensive générale contre la France et les valeurs françaises, la nation et la République. La nation, surtout, et la République. D'ailleurs, j'ai souvent dit à des gens qui m'interrogeaient, si je devais republier le livre, je l'intitulerais « Les territoires perdus de la nation » et pas de la République. Parce que c'est réellement la France qui est attaquée profondément, sur le fond. Bon, en disant cela, je suis désolé, vous avez des choses qui sont archi connues. L'actualité est saturée de ce type d'informations. Alors,
une promesse. J'ai laissé la parole juste avant. Je voulais, de manière à ne pas reprendre le micro, tu concluras, je pense. Je voulais remercier tous, d'abord pour votre présence, votre sagesse, des questions et pas des commentaires, comme on voulait que ça se passe comme ça. Et voilà, j'ai laissé la parole à notre cher rabbin et je vous dis, je peux leur dire déjà Shabbat Shalom. Merci, Monsieur le Président. Oui, déjà, je voudrais vous remercier de parler toujours avec douceur, avec des éléments qui sont très forts. Et je me permettrai, cadre un peu de la Torah, d'aller dans le prolongement de votre propos de tout à l'heure sur la Palestine des deux côtés du Jourdain. Et que finalement, à l'origine, il ne devait y avoir que d'un seul côté. Les deux tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté du Jourdain, c'est parce qu'ils avaient demandé. Et qu'à l'origine, ce n'était pas prévu. Donc finalement, ça revient sur une chose. Et si on parle de revenir, c'est intéressant, ce soir on est le 26 du mois de Mar Cheshvan. 26 c'est la lumière du nom de Dieu. Et cette semaine, on va lire la paracha Chaye Sarah, où au début on parle de l'acquisition de Marat Amarpela, de Hebron. C'est la première acquisition sur la terre d'Israël où il y a quelque chose. Et c'est dans cette paracha où il y a quelque chose qui, je pense, aujourd'hui, est un bon rayon de lumière. En effet, vous avez parlé de la problématique de la dima, de la situation de Dimi. Et dans cette paracha, on nous dit qu'au moment de l'enterrement d'Abraham, l'ont enterré Yitzhak et Ishmaël. Et Rachi, on connaît bien, remarque, il dit pourquoi Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël était l'aîné de Yitzhak de 13 ans. Alors pourquoi on cite Yitzhak en premier? Parce qu'on dit que Ishmaël a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah et il a laissé Yitzhak devant en reconnaissant la place de Yitzhak. Et si finalement il y a la reconnaissance de Yitzhak, alors nécessairement on sera dans une dimension qui sera positive. Merci. Bien, merci infiniment, cher Georges Bensoussan, pour toutes ces explications. Vraiment, merci.